Bonsoir. D'abord, bravo. Si on était... Pardon? Ah oui, c'est vrai. Allô, ça marche ça? Non, attends, il faut l'allumer ce truc-là. Ça marche ce truc. On fait une équipe comme si on avait... Merci. Bonjour, ça y est, ça marche. Alors, d'abord, si on était dans un casino, on pourrait dire qu'on a fait sauter la banque, et puis c'est vous qui avez fait ça ce soir. C'est plein, c'est complet, c'est super. Je me sens tellement coupable. J'espère. Hein. Bon, je vous souhaite la bienvenue, c'est tout à fait normal, c'est la moindre des choses. C'est notre 7e saison, ça va de mieux en mieux, si on peut améliorer la perfection naturellement. Les prochaines conférences, je vous les passe en vitesse, après on laissera parler Madame Blanc. Le 27 janvier, on a Michel Lacroix qui va nous parler du journalisme sportif. Le 24 février, Frédéric Gaudreau, qui est responsable du Bureau de coordination des enquêtes et des délits informatiques à la SQ. On verra ce que ça va donner. Claude Malaison, ensuite, le 31 mars, nous entretiendra sur les outils intranet dans l'entreprise. J'espère que ce n'est pas moi, ça m'embêterait. Honte à vous. Ensuite, le 28 avril, Alain Giguerde, président de COP. Et le 26 mai, on aura Steve Proulx, comment choisir le journalisme indépendant. Alors, au nom de la toile, je remercie tous nos partenaires, la TELUC, le Canal Savoir, vous, le public, sans qui nos conférences n'auraient pas grand intérêt, et nos conférenciers. Et ce soir, on a la meilleure des conférenciers, la salle, grâce à vous. Alors, pour en savoir plus, pardon, ne m'interrompez pas. Vous êtes séducteur. Ah, il m'énerve. Oh là là là. Vous avez le tour avec les dames? Ah, ça y est, chouette. OK. Bah, c'est bien. J'espère que je vais aller boire une bière quelque part ce soir. C'est hors texte, ça, c'est hors texte. Alors, pour en savoir plus sur la toile, regardez la toile, toile.coop, le beau tas des communicateurs. Et naturellement, n'oubliez pas, Twitter et Facebook, on est là grâce à quelqu'un qui me fait des grands signes en arrière. Personne d'autre que moi ne le voit, fort heureusement. Quelques points de logistique, parce qu'il faut être sérieux de temps en temps. Normalement, ça devrait durer 1 heure. Si elle dépasse 1 heure, on est censé lui couper la parole. C'est ce que... Oui. Moi, je ne m'en mêlerai pas, vous êtes plus grand que moi, donc je vais laisser Denis se débrouiller avec ça. Vous avez un questionnaire d'évaluation, s'il vous plaît, remplissez-le. C'est sérieux parce que ça permet de savoir ce qui plaît. Manifestement, on aura un super sondage ce soir, mais c'est bien, ça nous permet d'améliorer et le contenu et le contenant. Mettez votre courriel dessus si vous ne l'avez pas, si on ne vous a pas invité, si vous êtes nouveau. Et maintenant, je vais vous présenter Michel Blanc. Mais je ne sais pas si ça tient debout de la présenter, c'est presque une honte de vous présenter. Tout le monde dit que je ne pourrais le faire. Alors, si j'en juge par le succès des inscriptions, elle n'a pas besoin de présentation, mais il faut suivre un certain protocole. Un décorum. Oui, il faut. Alors, elle est la cofondatrice et présidente de youlbiz.org, un mouvement international regroupant les gens d'affaires intéressés par les blogs et les blogueurs. Si j'ai des conneries, vous me le dites. Okay. Elle est titulaire d'un des plus influents blogs francophones à travers le monde. Je ne vous le dirai pas, je vais le tweeter. Oh la vache! Il manque... Non, on censure tout ce soir, alors. Et son blog, ça s'appelle michelblanc.com. Elle a été nommée la 3e femme la plus influente des médias sociaux canadiens. C'est quelque chose, ça. Ce soir, elle va nous éclairer sur les outils des médias sociaux. Je vais m'asseoir et écouter attentivement parce que je suis un petit peu préhistorique là-dedans. Et sur les préoccupations qui émergent face à l'utilisation de ces outils de communication. Alors, je ne vais pas dire ce que j'avais dit tout à l'heure, ou je le dis. Si, oui, je vais le dire, ça va faire une petite animation. C'est bon. Mais il ne faut pas me taper dessus. Hein. Parce que, entre nous, c'est parce que dans le backstage, je l'ai chicané tantôt. Mais vas-y. Allez, j'y vais. Je te chicanerai publiquement. Alors, ça va être encore... C'est moins gênant, il y a des témoins. L'Internet, c'est un gigantesque répertoire où la connaissance se trouve à portée de clavier. Alors, ma connaissance est directement reliée à ma dextérité, donc elle est petite. Moi, je tape avec un index. Hein. En plus d'y trouver des informations, de consulter sa boîte courriel, l'internaute commente, il s'exprime sur les blogs, il affiche son profil sur Facebook, les vidéos sur YouTube, la musique sur MySpace, et puis on peut même se trouver du travail et des bons contacts sur LinkedIn. Pardonnez mon accent anglais bizarre. Par contre, l'Internet, il y a sur l'Internet, c'est comme une espèce de... C'est joli, luxuriant. Il faut se méfier. Il y a des usurpateurs, des fraudeurs. Oui, vous nous racontez comment échapper à tout ça, ou si c'est un mythe ou une réalité. C'est là que j'ai pogné les nerfs. Cette ligne-là.
C'est à parler de vol d'identité. Mais Non, je n'ai pas dit continuez, ça. C'est pas vrai. on reviendra On reviendra. là-dessus. Non, non, mais c'est une préoccupation. Alors maintenant, qu'est-ce que les médias sociaux? La paranoïa du contrôle du message, et vous allez nous faire un peu de socio-démo géofonctionnel, non? Oui. Là-dessus, ça va être bien. Et comment planifier une stratégie de médias sociaux? Parce que c'est curieux, aujourd'hui, j'ai eu dans mes courriels 2 fois, il y avait des white papers sur les médias sociaux, les CEO qui se lancent là-dedans. Le timing est parfait. Il y avait ça qui sortait. Alors, j'espère qu'on va parler de tout ça. Et bien, maintenant, j'arrête parce qu'elle veut parler d'abord. Et puis, ça va être beaucoup plus intéressant. Je vous laisse la parole. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et séducteur. Oh. Mais quand vous parlez de vol d'identité et de se méfier du web, je ne suis pas contente parce que 95% du vol d'identité ne se passe pas sur le web. Ça se passe dans vos poubelles, dans votre récupération et dans votre boîte à mal. Le vol d'identité, c'est un problème qui est lié à l'industrie de la récupération. Pendant cette industrie-là ne parle jamais de vol d'identité. Et il y a des gens qui font du cash à vendre la paranoïa et font partie d'une sous-industrie des technologies de l'information qui s'occupe de sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est fondamental. Il ne faut pas faire des conneries sur le web, mais il ne faut pas non plus paranoïer avec ça. Il n'y a même pas 5% des vols d'identité qui sont reliés au web. Et qui plus est, le vol d'identité diminue depuis de nombreuses années. Donc, les médias aiment ça, faire des peurs avec le web. Petite parenthèse, que j'ai dit aussi à notre charmant présentateur backstage. Dernièrement, il y a des médias qui m'ont appelé pour me demander ce que je pensais de l'histoire de Mme Krieber, alias l'épouse de Stéphane Dion, qui a eu un fuck-up avec Internet et qui a été repris par les médias. Et une autre madame qui s'est faite reprise par sa compagnie d'assurance sur Facebook. Et moi, ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais dit à des journalistes qui m'avaient consulté et qui n'ont pas écrit dans les médias ce que je leur avais dit parce que ça n'allait pas avec leur ligne éditoriale. C'est qu'il y a 2000 ans, un monsieur qui s'appelait Jules César qui s'est fait poignarder par ses amis. Facebook n'existait pas. On n'a pas fait le procès du couteau. On a fait le procès de ses amis qui l'ont poignardé. Et c'est la même réalité qui s'est produite avec Mme Krieber, avec l'autre madame qui s'est fait prendre par les assurances. C'est ses amis qui l'ont trahi. Les amis peuvent toujours vous trahir indépendamment de la technologie que vous allez prendre. Et ces dames-là avaient bien seté leur profil d'utilisateur et ils avaient compris les paramètres de sécurité que vous devriez tous prendre dans Facebook. Et ce n'était que leurs amis qui pouvaient voir leur statut. Vos amis, il y a des casseurs. Ça arrive. Bon. Ça, c'est pas de la faute de la technologie. Cela étant dit, la parenthèse étant faite, c'est avec grand plaisir que je suis ici, que je vais vous parler de médias sociaux. Et je suis vraiment content d'être avec vous parce que je vous parle de ma passion web, mais aussi parce que j'apprécie que la Télé-Université du Québec, que les grands communicateurs reconnaissent qu'au-delà de ma condition de transsexuel, encore en transition, parce que je suis presque une femme, c'est sûr que je vous le dis, puis qu'il y a du monde qui sont flabbergastés, qui n'en reviennent pas, parce que je suis tellement féminine qu'ils ne savaient pas, puis là, c'était un choc pour eux d'apprendre ça. Mais le message en arrière de ça, c'est qu'eux ont reconnu qu'il y avait des compétences au-delà de ma condition, et j'ose croire que vous, vous allez donner une chance aux gens qui ont peut-être des conditions particulières et que vous allez leur permettre de, eux aussi, vous prouver qu'ils ont des compétences. Cela étant dit, abordons le sujet des médias sociaux. C'est un sujet qui n'est pas tellement nouveau, étant donné que Times avait fait sa personnalité de l'année avec vous, utilisateurs Internet, disant que c'était révolutionnaire. Et ça, bien évidemment, c'était issu des médias sociaux. Maintenant, les médias sociaux, on dit que c'est vous, on dit que c'est ça, le Web 2, mais les médias sociaux, c'est plus une conséquence de ce qu'on appelle le Web 2.0, qui est, dans le fond, un concept un peu plus gros, plus large, qui avait été développé par un monsieur O'Reilly et une gang de gourous américains de la technologie en 2005, et qui, alors, eux, observaient qu'est-ce qui faisait que le Web était plus efficace en 2005 qu'il l'était en l'an 2000. Ils ont regardé les gros kingpins d'Internet, puis ils ont dit qu'est-ce que les autres y ont, que les autres n'ont pas, et ils sont arrivés avec 7 critères, dont un des critères était la participation, d'où les médias sociaux.
Alors, les médias sociaux, c'est sûr que dans l'imaginaire collectif, c'est rendu, c'est ça le Web 2, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a d'autres critères, et les critères, bien évidemment, c'est des critères de modèle d'affaires, c'est des critères technologiques, et c'est pas le sujet de ma conférence, puis c'est des critères qui, à certains égards, sont ardus à comprendre. Il y en a un que je vais vous expliquer bien vite, qui est un critère économique que les Américains appellent « the long tail », que les Français appellent la longue traîne, et que nous, au Québec, comme on est plus sexy, on appelle la longue queue. Ce critère-là, pour l'expliquer très, très, très rapidement, ça explique que sur le web, là, le pouvoir des archives, c'est un pouvoir fondamental. Plus tu as de stock, Amazon, 50% de son chiffre d'affaires ne fait pas partie des 30 000 titres les plus vendus de la planète. Alors, 50% du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est des petits livres de poésie obscurs, c'est des traités de whatever perdus. Et ça, ça se vend à cause de la collaboration, de la filtration collaborative. Ceux qui ont aimé tel livre, ont aimé tel livre, ont aimé tel livre, ont aimé tel livre. Le quatrième tel livre, c'est le livre Nowhere, que personne ne sait qu'il existe. Et ça représente 50% de leur chiffre d'affaires. 80% du chiffre d'affaires de Netflix qui loue des CD sur Internet, c'est des documentaires perdus que personne n'a jamais entendu parler. Ça, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas les 3000 titres les plus loués chez Blockbuster. C'est des affaires que vous avez probablement jamais entendu parler, à moins que vous ayez là, et que vous jouissiez de la filtration collaborative. Et moi, 80% de mes visites, c'est pas ce que j'ai écrit dans les 2 dernières semaines, les archives. Donc, écoute, tu comprends ça, tu comprends que c'est important d'avoir une présence pesante sur Internet et qu'il ne faut surtout pas scraper tes archives. Ça, c'est un des critères. Il y en a 6 autres comme ça. Maintenant, ça, c'est une slide que je mets dans toutes mes présentations. Je la trouve cute. C'est sûr que quand ton petit bébé t'a fait un finger là même, tu dis, es-tu intelligent à son âge? T'sais? Et là, s'il fait ta vieille grand-mère, là, tu dis, c'est pas moi qui a montré, c'est l'autre. T'sais? Bon, évidemment, ça, c'est une photo qui est tirée d'un site qui s'appelle Fuck You H2 et Fuck You Hummer, les gros camions Hummer. C'est un site mondial où les gens se sont amusés à prendre des photos de fingers, puis en majorité, ils font des fingers à des Hummer. De contestation de... Et comme vous le savez, le véhicule ne sera plus en production. Ça a quand même donné des résultats. Tout ça pour dire que la voix des gens, la voix des internautes compte. Et ça, c'est la plus grande peur des entreprises. Tout d'un coup, qu'on me bitch. Et de toute façon, si vous êtes pour être bitché, on va vous bitcher. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que vous pouvez faire pour réagir à ça. Maintenant, bien évidemment, ça amène aussi le concept de transparence. Le concept de transparence, puis là, moi, sur mes slides, là, vous voyez, il y a même du texte, là, puis capotez pas avec ça. Puis vous avez à droite ici là, les sources. Parce que moi, contrairement aux journalistes, je cite mes sources. Les journalistes, souvent, ils ne citent pas les sources. Ils rêvent pendant la nuit, puis ils se lèvent le matin, puis ils savent les informations. Et puis ils écrivent. Ça, c'est une des différences fondamentales entre un journaliste et un blogueur. Un blogueur se doit de citer ses sources. Donc, moi, toute ma présentation est déjà en ligne sur mon blog. Vous pourrez aller les chercher et la lire attentivement. Donc, ne capotez pas, il y a beaucoup de mots. Même quelqu'un qui m'a écrit un courriel dernièrement, il disait « Madame Blanc, votre présentation, c'est extraordinaire, mais votre PowerPoint n'est pas ces dates. On fait plus ça des PowerPoint comme ça, il y a trop de mots. » Moi, j'ai dit « Merci du conseil. » La réalité est que quand je fais des PowerPoints, j'aimerais ça qu'il y ait des concepts qui soient là. Vous allez écouter ce que je vais dire. Là. À la fin, mais là, vous allez pouvoir avoir un peu de jus qui va vous rester de ce qu'on a jasé. Pour moi, mon PowerPoint, c'est comme un pamphlet. Vous voyez, c'est comme un pamphlet. Okay? Ça pour dire que la transparence, la peur des entreprises, en particulier par rapport au web et aux médias sociaux, bien, avant les médias sociaux, il y avait l'ancêtre des médias sociaux qu'on appelait ça les e-communautés. À un moment donné, il y a eu une mode, hein, tout ce qui était Internet, on appelait ça avec un E en avant. Fait que là, E-communauté, le E-commerce, le E-politique. Bon, là, le E, c'est out. Bref, à cette époque-là, Cisco, eux autres, ont été les premiers qui ont eu le guts, dans le temps des E-communautés, à créer un forum, qui est l'ancêtre, encore aussi des médias sociaux,
En dessous de notre forum, on va mettre tous les bugs qui sont connus avec nos switches. On va faire une liste de tous nos problèmes. On va dire à nos clients, s'il y a des problèmes que vous trouvez qui ne sont pas dans cette liste-là, s'il vous plaît, rajoutez-le à la liste. Et en dedans de 2 heures, un ingénieur du service clientèle va vous revenir avec une solution possible. Alors, grande surprise, avant même que l'ingénieur ait le temps de rejoindre le client, un autre client s'en était déjà chargé. Alors, ça, là, entre 1995 et 2000, alors qu'il y avait une croissance du chiffre d'affaires de 600 et qu'il devenait le leader mondial des switches informatiques, il pouvait économiser l'équivalent de 1100 salaires d'ingénieurs affectés au service clientèle par année et affecter ces ingénieurs-là à des performants. Gros argent. Tout ça pour dire que quand tu es straightforward, tu es honnête, il y a des bénéfices d'affaires à ça. En plus de ça, bien, eux, évidemment, sur le même forum, à un moment donné, bien, ils disaient, voici la nouvelle switch qu'on a pensé mettre en marché. Vous réagissez comment face à cette switch-là? Et les clients disaient, bien, moi, j'aimerais mieux qu'il y ait 6 slots au lieu de 4 parce que telle particularité, etc., etc. Ce qui fait que le time to market pour mettre un produit en marché était réduit de beaucoup. Il y avait des focus group en temps réel avec les gens qui étaient leurs clients et qui étaient très, très, très contents de participer à l'élaboration des produits qui les achèteraient par la suite. On va faire un peu de philosophie. Et on va tomber à l'eau. Philosophie communicationnelle à l'ère d'Internet, vous reconnaissez ça sans doute, c'est une canne de tomates. En 1980, pour les vieux, je sais qu'il y a quand même beaucoup de vieux dans la salle, la preuve, c'est que je n'ai pas vu encore personne lever son bras pour me prendre en photo avec son iPhone pour mettre ça sur Twitter. Donc, vous êtes quand même d'un certain âge. Alors, vous allez savoir de quoi je parle. Dans les années 80, il y avait une entreprise qui s'appelait Steinberg. Ah, vous savez de quoi je parle? Hein? OK, ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, Steinberg, il vendait des cannes de tomates. Puis là, elle manufacturait cette place. C'est au point de vente comme ça, puis c'est le même, ça va marcher. Steinberg, il dit OK, on va faire ça. Dans les années 90, il y a une autre entreprise qui s'appelle Loblaw qui a inventé les produits du président. Ils ont dit, moi, mon produit du président, là, je le mets à la hauteur des yeux du consommateur. Et toi, le manufacturier, tu veux qu'on voie ta canne, tu vas me payer du pied linéaire. Le magasin, c'est à moi, c'est moi qui décide dans mon magasin. Sauf que ça, encore là, il y a eu des protestations parce qu'il est pas bien loin, là, sur Mont-Royal, il y avait un Loblaw qui a ouvert. Puis on dit, les soignants ont dit, d'autres, on ne veut pas de Loblaw. On dit, OK, on ne fera pas de Loblaw. Ils ont fait des Loblaw, puis ils l'ont appelé Provigo. Mais en tout cas, tu sais, c'est une autre histoire. Bref, dans les années 2000, il y a toute une mode qui a commencé. Puis là, Mme Di Stasio, Ricardo, etc. Et là, à peu près au même moment, bien là, il commence à y avoir des enregistreurs numériques personnels qui arrivent. Fait que là, le monde enregistre ses émissions. Puis là, à un moment donné, tu écoutes Mme Di Stasio. Elle fait une recette de sauce à spaghetti. Tu écoutes l'émission. À un moment donné, elle sort sa canne de tomates. Stop. Rewind. Grossir l'image. C'est quoi la canne de tomates que Mme Di Stasio apprend? Là, tu vas chercher ça sur Internet. Là, tu vois quel détaillant vend la canne de tomates. Là, tu vas même peut-être faire une réflexion un peu plus loin et tu vas te dire, non, moi, je veux des tomates qui ont poussé dans des champs avec des poules en liberté, qui sont éco-bio grano. Et que là, la tomate est encore plus de bonne humeur parce qu'il y a des poules qui tournent autour. Puis que la tomate, elle a grossi. Puis que, bon, fait que là, tu fais toutes tes recherches. Puis là, ben, tu te fais venir la canne de tomate idéale qui a poussé dans un champ éco-bio grano avec des poules en liberté. Ça pour dire que le pouvoir est passé du manufacturier au détaillant, au consommateur. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide qu'est-ce qu'il consomme, comment il consomme et avec qui il va le consommer. C'est déjà une réalité à comprendre. Ça, vous l'avez reconnu, sans doute. C'est une personne très importante dans ma vie. Et vous ne le savez pas, mais c'est sans doute une personne importante dans votre vie. Pour illustrer cette personnalité-là, bien évidemment, je vais vous donner l'exemple de vous voulez vous acheter une voiture. Est-ce que c'est la publicité du manufacturier, du concessionnaire, l'avis du vendeur de char, de votre garagiste ou de votre beau-frère qui a le plus d'impact sur votre décision d'achat? Très probablement que c'est l'avis du beau-frère que vous reconnaissez sans doute. Maintenant que je vous le dis, vous savez que c'est mon beau-frère. Hein? Bon. Et
les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est un réseau mondial de beaux-frères. D'où l'importance de comprendre ces réseaux. Sex, drug and rock and roll. Quand vous êtes des vieux, vous savez de quoi je vous parle. Alors, les années 70, fin des années 60, les années 70, 80, hein, drug and rock and roll, trilogie maléfique, a bouleversé la société occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cette trilogie-là a eu un impact majeur sur beaucoup, beaucoup d'objets de consommation. C'est à cause d'eux autres qu'est apparu les cassettes VHS. C'est à cause d'eux autres que les magasins de location vidéo ont existé. C'est à cause d'eux autres qu'on a eu le CD-ROM, qu'on a eu la TV payante. C'était les premiers à faire du positionnement sur Google, à faire des envois de courriel, à faire la publicité dans les réseaux P2P, et ils sont définitivement sur les médias sociaux. Okay? Donc, si vous voulez savoir où s'en va le marketing, là, regardez ce que fait les sex, drug et rock and roll. Mais surtout sex, drug. Rock and roll sont vraiment en retard. Mais sex, drug, là, ils sont hot. Okay? Viagra, là, ils sont pas mal capables. Puis ça, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous étudiez ces industries-là, que vous faites prendre par votre conjoint ou votre conjointe à être sur un site de cul, vous direz que vous faites de la recherche et du développement. Maintenant, il faut aussi comprendre que ça va pas bien. IBM a sorti une étude, que voici, disant que c'était la fin de la publicité. Dans les 5 prochaines années, la publicité va plus changer qu'elle a changé dans les 50 dernières années à cause de 2 facteurs fondamentaux. Le consommateur s'en fout et il y a une offre publicitaire infinie. Donc, ça fait chuter les prix. Puis, comme vous expliquais tantôt, moi, j'ai un enregistreur numérique personnel. Je n'écoute plus la pub à la télévision. La seule pub que j'écoute, c'est la pub des stations de météo et des stations de nouvelles continues, parce que je veux pas le choix. Une nouvelle continue, toute live. J'ai tapé le pub poche, puis, tu sais, moi, la fille qui chante dans sa douche, là, je suis plus capable, tu sais. Bon. J'ai direct non plus. Bon. Ça, c'est les seuls pubs que je suis encore obligé d'écouter. Il y en a un autre qui s'appelle Boston Consulting Group, qui ont écrit un autre document qui s'appelle le CMO's Dilemma. Le CMO's Dilemma, c'est quoi? Le marketing de masse ne rejoint plus la masse et le marketing de niche ne la rejoint pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un trou. Donc, traditionnellement, le décisionnaire marketing, comme on voit un peu là, sur le tableau, il est habitué d'investir dans du traditionnel médias traditionnels, TV, radio. Et ça, c'est toute l'autre possibilité qu'il a. Médias traditionnels, on appelle ça above the line. Le reste, on appelle ça below the line. On se rend compte qu'au niveau mondial, les investissements marketing s'en vont définitivement du côté below the line, avec une forte tendance à commencer à investir sur Internet. Tous les autres médias sont en perte de vitesse. Internet est en croissance. C'est déjà un indice. On se rend compte aussi que, définitivement, les internautes sont du côté des médias sociaux. Les internautes lisent les blogs, font des blogs, mettent des photos en ligne, mettent des vidéos en ligne, les regardent, discutent, chatent, jasent entre eux autres. Maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne une petite pause de 30 secondes. J'aimerais ça que vous regardiez une personne autour de vous que vous ne connaissez pas et que vous preniez 30 secondes pour lui dire bonjour et partager une information avec cette personne-là. Alors, go, s'il vous plaît. Bon, je vous remercie. Merci, on se calme, là. On se calme, OK, c'est le fun. Bon. Ça, ce que vous venez de vivre, là, c'est ça, les médias sociaux. Tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis quelque chose, puis là,
Tu peux rester chum avec. Tu peux le flusher en cours de route. OK? Bon, là, je veux dire, personne n'est mort. C'est bien passé. OK? On comprend. C'est ça, les médias sociaux. C'est les médias sociables. Tu vas oser avec le monde autour. OK? C'est pas dramatique. Le web. Pour moi, le web, c'est un univers en expansion continuelle, somme toute semblable à notre univers à nous. Dans l'univers, il y a plusieurs éléments. OK? Il y a des trous noirs. Ça, les trous noirs, évidemment, c'est les sites de porn. Hein? Ça, les sites de porn, là, c'est même pas 3% du contenu du web, mais c'est peut-être 60% des visites. Tu sais? Puis c'est pas rien que les hommes qui vont sur les sites de porn. Hein? On s'entend? Ça, c'est comme quand on dit 60% des hommes trompent leurs femmes, mais là, avec qui trompent leurs femmes? Tu sais? Bon, tu sais? Mais bon, on ne demandera pas de lever la main là-dessus, là, c'est correct. On va passer à une autre étape. Donc, dans l'univers, tu as des trous noirs, mais tu as aussi des soleils. Le soleil, c'est ta présence web. Comme un angle. C'est ton point, toi, c'est ta présence. Idéalement, moi, je pense que ça devrait être un blog, mais ça pourrait être aussi un site traditionnel. Maintenant, il y a des planètes qui tournent autour de ton soleil. Les planètes, c'est les médias sociaux. Maintenant, il y a d'autres soleils dans l'univers. Qui sont les autres soleils par rapport à toi? Alors, les autres soleils, c'est ce qu'on appelle des sites d'autorité. Un site d'autorité, pour illustrer ça un peu, c'est un peu comme, mettons que toi, tu es un fabricant de laptop. Le client n'ira pas chercher ton laptop directement dans l'ordinateur, dans Google. Il va aller voir qu'est-ce que Protégez-vous dit des laptops, qu'est-ce que PC Mag dit des laptops. Il va aller voir une couple de sites qu'il considère être des sites d'autorité. Il va choper des listings. Puis là, ben, un coup, il va se faire un choix, il se fait un shortlist, puis là, il va chercher 2, 3 laptops, il va commencer à magasiner ça sur le web. Donc, toi, en tant que manufacturier de laptop, il faudrait que tu sois sur ces sites-là. Ça, c'est des sites d'autorité. Ça, quand vous comprenez ça, moi, je pense que vous commencez à comprendre c'est quoi une présence web efficace. Donc, tu ne peux pas rien qu'être avec ton soleil. Tu prends des planètes, puis il y a d'autres soleils, puis là, tu prends des liens. Ces liens-là, on appelle ça des super liens. Okay? Maintenant, quand on parle des médias sociaux, c'est sûr que c'est un mal de tête. Quand tu regardes ça de même, c'est une tranche là, très, très, très petite de ce qu'est les médias sociaux. Déjà, c'est ouh! Quand tu regardes ça de même, déjà, c'est pas pire. Tu dis, ouais, ben là, nous, tu vois qu'il y a des différences géographiques. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Puis ça, c'est une vieille carte. Ça fait que même cette carte-là, déjà, elle a changé. Cette carte-là, c'était MySpace, qui était le gros réseau social aux États-Unis. Parce que là, c'est rendu Facebook. Puis on voyait que Facebook, c'est le gros média social au Canada. C'est encore le gros média social au Canada. Il faut comprendre aussi que quand tu regardes ça, il y a des différences. Il y a des sociodémographiques dans les médias sociaux. Par exemple, aux États-Unis, MySpace, là, l'armée américaine interdisait à ses membres de faire partie de MySpace, mais il les incitait à être sur Facebook. MySpace, là, c'était pour les émos, les fuckés, les musiciens, les drop-out, les artistes, ceux qui n'ont pas bien du cash, mais qui ont du fun dans la vie. Tandis que Facebook, c'était pour les comptables, les jocks, ceux qui se pensent bons, les narcissiques, ceux qui ont des bonnes notes à l'école et les têteux. Bon. Fait que, tu sais, il y avait comme un clivage. Mais évidemment, là, les clivages sont sorbés. Fait que tu as des têteux dans MySpace et tu as des émos dans Facebook. Bon, on s'entend? Mais tout ça pour dire que les médias sociaux sont quand même clivés au niveau socio-démographique. En plus de ça, bien évidemment, si toi, tu veux aller avoir un impact en Amérique du Sud, bien, c'est ni Facebook ni MySpace, ça va être Orkut, i5, ça va être d'autres médias sociaux. Si tu veux aller en Chine, bien, ça va être une autre affaire, ça va en Europe. Bon. Donc, les médias sociaux là, sont découpés géographiquement et sont aussi découpés au niveau socio-démographique. Il y a des médias sociaux qui sont pour les femmes noires, handicapées, féministes. Bon, tu sais, je veux dire, tu as des sous-groupes très, très, très spécialisés là, de toutes sortes d'affaires. Tu sais. Et en plus de ça, les médias sociaux sont découpés au niveau fonctionnel. Il y a des médias sociaux qui servent de publication, de micro-publication, de partage. Tu as des univers virtuels. Bref, là, tu en as pour tous les goûts. C'est un machin micmac. Fait que si tu veux être efficace sur les médias sociaux, bien, la question fondamentale, c'est à qui je veux parler?
Idéalement, une présence d'affaires, médias sociaux, ça requiert d'être sur plusieurs médias sociaux. Un peu comme les planètes. Tu n'as pas rien qu'une planète, tu en as une coupe. C'est des portes d'entrée pour arriver chez vous. C'est des faire-valoir pour arriver chez vous. Là, maintenant, on va regarder, mettons, Twitter. Là, Twitter, là, ce que vous voyez tout autour du nom Twitter, ça, c'est toutes d'autres applications qui ont toutes des fonctionnalités qui ont été développées spécifiquement pour Twitter. Imaginez. Tantôt, quand je vous ai montré la première slide, là, je parlais des médias sociaux, puis des fois, c'est un mal de tête. Là, quand tu arrives dans Twitter, tu te dis, c'est encore un autre mal de tête. Check ça, là, toutes les autres applications qui sont autour de cette affaire-là. Tu sais. Là, tu te dis, ouais, mais Twitter, il n'y a même pas 2 des Québécois qui font pas de fuck. Tu sais. Pas qu'on s'intéresserait à une affaire si insignifiante. Peut-être parce que le 2 des Québécois qui sont là-dessus, ce sont les innovateurs. C'est le deuxième groupe le plus influent du web après les médias traditionnels, beaucoup de journalistes. C'est les gens qui ont la capacité de démultiplier ton message un nombre assez impressionnant de fois. Donc, dans un processus de relations publiques, tu peux peut-être avoir un intérêt à influer ceux qui vont influencer. D'où l'intérêt pour Twitter, mais peut-être pas d'intérêt pour ça. Encore là, Twitter, là, c'est un flot continuel d'informations. Twitter, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Bon. Là, Twitter, c'est une rivière. Tu n'essayes pas de boire la rivière, tu vas te noyer. Tu essayes de boire de la rivière. Et souvent, moi, je donne aussi l'exemple que Twitter, c'est un peu comme le fumoir des entreprises qu'on avait avant. C'est un lieu où il y a de la conversation formelle et informelle, mais surtout de la conversation informelle. Et dans cette conversation-là, il y a hier soir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir tel film, puis savais-tu que telle information est très pertinente? Les études qui ont été faites, puis il y a du monde qui disait qu'à peu près 46 de ce qui se discutait sur Twitter, c'est de la bullshit. T'sais? En gros, c'est ça que ça dit. Et les gens qui ont fait ça, c'est des imbéciles. Parce que même dans la bullshit, il y a de l'intérêt, il y a de l'intéressant, il y a du pertinent. Par exemple, si moi je vous dis que je suis allé voir le dernier Tarantino, vous allez me dire, oh, c'est pas une information capitale. Mais si je m'appelle Tarantino, c'est droit capital. Si je suis un propriétaire de salle de cinéma, j'aimerais ça savoir combien de temps me laisser à l'affiche. Si je suis le producteur du film, j'aimerais ça savoir qui en parle, puis qui pourrait être mes relayeurs, puis que je pourrais inviter à mes relations de presse pour mon prochain film. Donc oui, même dans le mundane, il y a de l'intérêt. Si je suis un vendeur de pneus d'hiver, puis qu'on annonce de la neige, ben c'est le fun. On jase de la neige, ben c'est le fun d'être sur Twitter, puis de jaser avec le monde, ils n'ont pas de pneus. T'sais. Moi, je me suis fait vendre une assurance pour mon automobile sur Twitter. Et donc, pourquoi? Parce que je lui ai dit, ah, je suis énervé, je m'achète un char. Le gars est assez ouais pour dire, hey, ben moi, je vends de l'assurance. Ouais, on peut l'acheter. L'acheter. Fait que, tu sais, je veux dire, bon, puis, tu sais, je veux dire, les médias sociaux, c'est des médias conversationnels. C'est de la discussion, de la jasette. Quelqu'un qui est tout le temps là, c'est un égocentrique qui tape ses nerfs, tu le flushes assez vite. Okay? Les réseaux sociaux, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Tu parles des autres, il faut que tu parles avec les autres, il faut que tu jases, puis une fois de temps en temps, tu parles de toi. Quand tu fais ça, ça donne des résultats. Tu parles tout le temps de toi, tu écœures tout le monde. Okay? Maintenant, moi, j'ai déjà écrit des billets sur la valeur d'affaires de savoir déconner. Je pense que c'est fondamental d'être capable de déconner pour avoir un esprit sain, pour avoir du fun dans la vie, puis pour intéresser les autres. Si vous êtes vraiment plate, pas désespéré, travaillez là-dessus. Puis là, le monde va dire, lui, il est plate, mais il est pertinent parce qu'il nous donne des bonnes informations, mais on n'ira pas le voir pour avoir du fun. T'sais. Mais moi, je pense que dans la vie, c'est important là, de développer un peu son sens de l'humour. Être capable de parler d'autres choses, tout le temps parler de cash. À cet effet, c'est un peu aussi comme Facebook, le monde qui capote sur Facebook, là, la frontière privée-publique. Je me dévoile. Regarde, s'il y a 1 million de personnes qui savent que j'aime la pizza, so fucking what, là. C'est pas dramatique, là. Ma vie n'arrêtera pas, là. J'aime la pizza. OK, bon. T'sais. Moi, il y a une de mes clientes, elle a déjà écrit qu'elle, elle était contente que la partie de Noël soit finie, qu'elle recommence à travailler parce qu'elle pouvait enfin se faire des sandwichs. OK? Guess what? La première fois que j'ai reparlé à mon retour des fêtes l'année passée, c'est quoi ça, ces sandwichs aux oignons-là? Là, on a choisi ces sandwichs aux oignons pendant 5 minutes. On a solidifié notre relation d'affaires pour après ça parler de cash. Ça m'a permis d'avoir un insight sur sa vie privée qui m'a servi à des fins d'affaires. Okay? C'est ça un peu les médias sociaux.
Le mot sociable. Il faut être sociable. Il faut que tu jases avec le monde. Tu faire des commentaires sur les statuts des autres. Tu les valorises. Tu sais, et tu peux les valoriser en disant j'ai vu de quoi de pertinent chez Mme Chose. Ah, Mme Chose est contente. Puis, tu sais, dans Twitter, tu as le principe du retweet. Si tu en retweets 3 d'une shot, tu viens d'en licher 3 d'une shot. Ils sont contents? Tu sais? Fait que tu n'as pas à te presser pour tweeter quelqu'un. Attends un petit peu. Attends qu'il y en ait 2 qui le retweetent. Là, c'est le troisième. Clique, t'en retweets. Tu sais, wouh, bingo, tu sais. Ça, c'est une compréhension des médias sociaux. Maintenant, mais évidemment, les médias sociaux, dans un contexte d'affaires, c'est pas facile. Parce que le gestionnaire des médias sociaux est au milieu de la marde. Il est au milieu de toutes les petites guerres de clochers des entreprises. Il y a le gars des VP des TI, le VP des le VP des communications, VP de la production, VP du marketing. Puis là, ils chicanent tout le budget, puis ils veulent tout avoir les petites parts de parcelles. Et la personne qui est le gestionnaire des médias sociaux, bien, elle parle à tout, interne et externe. Idéalement, elle doit avoir toutes les informations qu'elle a besoin. On s'entend que ces médias-là, ce n'est pas synchrone. Tu sais, quelqu'un qui te parle, tu n'es pas obligé d'y répondre dans les 30 secondes qui suivent. Là. Tu peux y répondre une couple d'heures après. C'est sûr que si tu réponds 2 semaines après, il y a un problème. Là. Mais, tu sais, je veux dire, bon, c'est pas synchrone, c'est asynchrone. Tu sais. Mais on s'entend que tu ne peux pas y répondre 2 semaines après. Puis surtout, tu ne peux pas y dire des conneries. Donc, quand tu es dans les médias sociaux à titre d'affaires et qu'on t'interpelle et que tu dois dialoguer avec les gens, il faut que tu aies les réponses. Ça aussi, ça illustre une autre problématique du web plus général. Le web, là, ça peut aider le recrutement, les finances, ça peut aider le marketing, les communications. Maintenant, si tu fous le web en dessous d'une de ces fonctions traditionnelles de l'entreprise, tu vas avoir ce web-là. Si tu le mets en dessous des technologies de l'information, tu vas avoir un maudit gros web qui coûte cher et qui est vide. Si tu le mets en dessous du marketing, tu vas avoir un site flash qui se promène, qui est bien beau, qui est écœurant, gros concept, tu vas gagner un boomerang, mais ça va être de la merde, tu ne vendras rien. Si tu le mets en dessous des communications, ça va être tellement plate à lire que même les avocats, que tu vas lui demander de lire ton texte avant de le mettre en ligne, ils vont s'endormir devant. Idéalement, tu mets le web à côté et tu fais une fonction traditionnelle de l'entreprise avec le web et toutes les autres fonctions donnent du jus au web. Okay? Bon, moi, c'est ma vision. C'est pas tout le monde qui la partage. J'ai partagé ça. Mais disons que mes clients qui l'ont partagé, ça a donné des bons bénéfices d'affaires. Et les médias sociaux, bien, c'est au cœur de ça. Alors, ça illustre encore plus cette obligation-là de résultats et surtout de vélocité de l'information au sein de l'entreprise. Et cela étant dit, curieusement, on se rend compte au niveau mondial que les médias sociaux sont gérés par les gens de relations publiques, au grand détriment des gens de marketing qui, somme tous, sont plus aptes à gérer la technologie, connaissent un peu plus la technologie. Mais ils ne sont peut-être pas aptes à gérer les publics. Donc, on se rend compte que les grandes entreprises, qu'est-ce que tu veux, les gens de relations publiques, gérer ça. Ça me fait chier parce que moi, je suis une fille de marketing. Mais bon, là, vous comptez la bullshit. On se rend compte aussi qu'au niveau mondial, c'est assez variable le nombre de personnes qu'on va mettre en fonction du nombre de canaux. Qu'est-ce qu'un canal? Bien évidemment, si c'est sur YouTube, c'est un canal. Si c'est sur Flickr, c'est un autre canal. Bon, donc, ça varie grandement. Il n'y a pas de règle encore. Puis de toute façon, là, tout ce que je vous dis, là, pas de règle non plus. Les médias sociaux, là, c'est des médias qui sont en constante évolution. Okay? Il n'y a rien de coulé dans le béton. Vous avez le droit d'être innovateur. Vous avez le droit de dire Michel Blanc, c'est une pleine de marde, et moi, je vois de telle manière. Bon, on s'entend que c'est quand même une des twittereuses, les de la francophonie. Ça marche pas mal. Il va y avoir quelques insights intéressants, mais bon, peut-être que je me trompe, là, tu sais, je veux dire, moi. N'empêche, le roi des médias sociaux, c'est le blog. Le blog reste et risque encore de rester le roi des médias sociaux pendant un. Le blog a de l'influence, les médias sociaux ont de la portée. Grosse différence entre les deux. Le blog, là, c'est chez vous. Contrôlez votre patente. Faites ce que vous voulez et c'est là que les gens atterrissent. Chez Facebook, chez Flickr, chez Twitter, chez ci, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes chez quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre peut décider, lui, qui change ses politiques de vie privée.
Facebook vient de le faire. Il peut décider que là, il flush votre compte parce qu'il trouve que vous faites des affaires qui n'ont pas d'allure. Il peut décider n'importe quoi, on ne sait pas. La pérennité de vos données et de votre investissement n'est pas assurée. Votre blog, elle l'est assurée. ROI du blog, il y en a bien. Un blog, d'abord, c'est une machine là, à sortir dans Google. Fait que quand tu sors dans Google, évidemment, tu as plus de visites. Tu as plus de visites, tu as plus de monde. Plus de monde, plus de cash. Moi, j'ai des clients qui font bien de l'argent avec leur blog. Moi, personnellement, depuis 3 ans, je n'appelle plus des clients qui m'appellent. Et quand les clients m'appellent, ils me disent, Madame Blanc, on pense qu'on veut travailler avec vous. Je dis, ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Quand vous le saurez, rappelez-moi. Ça, c'est le pull marketing. Tu sais? Puis, je suis un petit peu baveuse. Je pense que vous en êtes rendu compte, là. Puis, bon, mais ça me vient de mon blog. Pourquoi qu'un blog, c'est hot dans les moteurs de recherche? C'est hot dans les moteurs de recherche parce que ce que vous avez écrit il y a 4 ans, c'est moins pertinent que ce qui a été écrit un matin. Alors, tout ce que vous écrivez, c'est daté. En plus de ça, bien, il y a la puissance des archives. Un site qui a 2000 billets comme moi, puis un site qui a 3 pages comme bien des sites sur le web, on s'entend-tu que c'est là qu'il y a 2000 billets par Google? En plus de ça, le blog a une architecture qui permet à Google de faire sa job. Il y a plein d'hyperliens internes et surtout, il y a beaucoup d'hyperliens externes. Moi, là, je suis très, très, très médiatisé et c'est pas moi qui appelle les journalistes. C'est les journalistes qui m'appellent. Pourquoi? Parce qu'ils me trouvent. Ils cherchent un sujet, ils tombent sur moi. C'était, j'ai fait un billet. Non, le web, non, le car surfing n'est pas un problème web. Et les journalistes m'appellent, Madame Blanc, le car surfing, c'est pas un problème web. Mais non. Ben, venez donc nous en parler. OK. Hey, c'est-à-dire, bon, moi, j'ai appliqué mon champ d'expertise à un sujet d'actualité. Il y a du monde qui se suit encore surfing. Bon, on va parler de ça. C'est pas un problème web. On m'appelle, tu sais. Vous avez tous des champs d'expertise. Donc, vous parlez de votre champ d'expertise, vous essayez de voir ce qu'il y a dans l'actualité avec l'expertise. Fait que les journalistes vont chercher sur l'actualité, parce qu'évidemment, c'est le job. Ils vont vous trouver, ils vont vous appeler, médiatiser. C'est plus le fun que ce soit un média sérieux qui dise que je suis une experte, que ce soit moi qui dise qu'il soit une experte. Si moi, je dis que je suis une experte, ça sonne phony. Si c'est un gros média qui dit l'expert, ben là, ça va être vrai, tu sais. C'est ça, le blog. Et le blog, bien évidemment, ça vous permet d'augmenter votre trafic. Vous avez des mentions, vous avez dans la presse, vous êtes dans les engins de recherche et ça augmente le bouche-oreille. Maintenant, le blog, bien évidemment, c'est un outil de publication facile. Tu sais, il y a du monde qui que je vois dans le blog, c'est compliqué. Je connais un petit cul de 8 ans qui a 3 blogs. Tu sais, à 8 ans, si tu peux avoir 3 blogs, là, je pense que vous avez quoi, vous autres, 70, 80? Et non, vous êtes capable d'avoir un blog. Là. Je veux dire, bon, on s'entend que le petit cul de 8 ans, qui est le fils d'un de mes chums, qui a 3 blogs, il a fait ça sur Blogger. Ça, c'est merveilleux si vous voulez faire un blog sur les chats. T'sais? Si vous voulez faire un blog dans un contexte d'affaires, ça prend de quoi d'un peu plus performant, un peu plus sérieux. Vous allez sur une technologie comme WordPress, W-O-R-D-P-R-E-S-S. Puis là, bien, vous êtes en affaires. Si vous ne connaissez rien là-dedans, vous demandez à quelqu'un de vous le mettre en ligne pour vous. Ça devrait vous coûter entre 3 et 5 000 $. Puis là, si vous voulez avoir un design capoté, là, bien là, ça pourrait vous coûter peut-être un autre 5 à 10 000 supplémentaires. Puis là, ils vont vous former. Pendant 1 heure, vous allez être capable vous-même de mettre vos contenus en ligne. Et là, bien, quand vous faites ça, là, vous avez des photos, là, mettez pas sur votre blog. Vous ouvrez un compte Flickr, vous mettez vos photos sur Flickr, tu prends ça de Flickr, tu mets ça sur ton blog. Là, si tu veux mettre des vidéos, tu ne mets pas ça sur ton blog. Tu trouves un compte YouTube, là, tu mets tes vidéos sur YouTube, tu prends ça de YouTube, tu mets sur ton blog. Moi, mon PowerPoint, là, il n'est pas sur mon blog. J'ai ouvert un compte SlideShare, j'ai mis ça sur SlideShare, puis le cas de SlideShare, je le mets sur mon blog. Puis là, je viens de créer un paquet de portes d'entrée, puis un paquet de disponibles qui viennent vers moi. Il y a du monde qui cherche des photos dans Flickr. Puis ma photo, là, je ne l'appelle pas 123.jpg. Il faut t'en fumer un maudit bon là, pour chercher ça dans Google samedi matin. Hey, moi, j'aimerais ça trouver 123.jpg un matin, tu sais. Non, regarde, donne-y un nom qui a de l'allure, donne-y des mots, appelle-les quelque chose, ta photo, là, tu sais. Bon, tu sais. Excusez-moi, je m'emporte. Maintenant, les blogs, bien évidemment, c'est beaucoup utilisé à l'externe, évidemment, dans des concepts, dans des utilisations de marketing, mais aussi pour partager la vision des dirigeants.
Un des blogs dont je suis bien fier, c'est le blog Carignan, qui est incidemment, par accident, ils ont travaillé avec moi, et par accident, ils ont gagné le prix Intrablog Innovation Web 2.0 à Paris. Puis ça donne que les autres gagnants, les autres catégories, c'était IBM France et Orange. Pour une petite compagnie de Drummondville, c'était quand même pas pire. Là, et Yves, ben lui, évidemment, il a 2 blogs. Puis bon, il y a quand même un site qui est bien fait, là, tu sais, par accident. Et puis, dans son blog, ben lui a fait le blog du président, qui est un blog externe sur une autre adresse IP complètement différente de son site avec son blog qui est en sous-domaine, parce qu'un blog, tu vas mettre ça, mettons, abc.com/blog, mais blog.abc.com. Comme ça, là, tes slash après, tes répertoires vont pouvoir servir à ton référencement naturel et plus te positionner. Bon, puis tu ne fais pas un blog bilingue, tu fais 2 blogs. Tu veux faire 2 langues. Comme ça, ben, tu ne fuckeras pas toute ton architecture, puis qu'il y ait une langue qui soit lésée au profit de l'autre. Tu fais 2 blogs. Bon. Tout ça pour dire que Yves, ben, qui est le président de compagnie, lui a fait un blog, puis il parle de sa réalité de président, puis la construction. Puis à un moment donné, ben, sa mère avait le cancer, puis il en parle. Puis là, ben, le monde a été touché. Fait que là, c'est bien qu'un gros capitaliste sale fait de l'argent sur le dos des consommateurs et de ses employés. Poste de compagnie humain qui a une mère, puis qui est inquiet pour sa mère qui a cancer. Elle a humanisé Yves Carignan. Il est très, très, très médiatisé. Puis, c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne, fondamentalement. Et là, écoute, il s'est mis sur le web. Le monde s'en est rendu compte. Puis, tu sais, c'est un des avantages d'un blog, le boss. C'est que là, le boss, c'est plus rien qu'une image d'un gros capitaliste, quelqu'un d'humain, quelqu'un de gentil, puis de bon, puis qui a des idées. Tu sais, c'est à ça que ça sert. Et de toute évidence, ben, qu'est-ce que ça permet? D'améliorer la reconnaissance de la marque. Ça augmente les communications externes. Ça te permet de recueillir des commentaires. Justement, lui, sur son site, il a parlé au président. Et là, le monde, ils peuvent bitcher sur son produit ou ses services. Mais ça a permis d'améliorer la qualité de son service. Une dame qui a dit ben, M. Carignan, j'ai acheté votre plan de maison, puis monté mon leaking, mon deuxième, ça ne passait pas. Bon, ben, merci. Très, très, très gentil, il n'est pas correct. Moi, j'aurais dit, voyons non, lui, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, ma chère dame, grâce à votre commentaire, on se rend compte que les nouveaux besoins du consommateur du Québec vont au-delà des spécifications techniques du Code du bâtiment du Québec. Or, donc, grâce à votre commentaire, on va élargir tous nos escaliers pour que maintenant le nouveau consommateur puisse monter son leaking au deuxième. Et nos plans seront désormais plus performants que le Code du bâtiment du Québec. Bon, il a amélioré ses plans. Il y a eu 10 points comme ça, là, qu'il a pu améliorer sur ses plans de maison à cause des commentaires des clients. Là, tu peux payer 25 000 $ pour avoir un focus group avec des gens qui ressemblent à tes clients, qui n'ont jamais acheté ton plan de maison, qui vont te faire des commentaires. Et tu peux avoir les vrais commentaires de tes vrais gens qui ont acheté tes plans de maison et qui disent que c'est vraiment qu'ils en pensent. Mais pour ça, il faut que tu aies le courage de dire, ah, mais on s'est peut-être planté. Puis là, lui, un coup qu'il s'est planté, là, il fait un billet disant, on s'est planté. Ils ont bien limpide. Mais oui, c'est ça. Et évidemment, ben, tu peux te servir aussi à l'interne des blogs. Parce que tu as le droit de mettre un blog en arrière du firewall, puis t'en jaser saute. Moi, d'ailleurs, je dis souvent aux entreprises, pour permettre aux gens de démystifier un petit peu la technologie des blogs, là, faites donc un blog du club social. Tout le monde, il aime ça, voir les photos de la balle molle, les photos du party de Noël. Idéalement, les photos de la photocopieuse du party de Noël. Tu ne mets pas ça en ligne. Tu peux faire une ligne éditoriale, tu as le droit de mettre certains barèmes là, où il ne faut pas dépasser. D'ailleurs, normalement, dans vos profils Facebook non plus, tu ne mets pas les photos de photocopieuses du party de Noël, parce qu'il y a un certain caractère de permanence. Et s'il y a d'autres offres qui sont tes amis, qui mettent une photo de toi assise sur le photocopieur, tu as le droit de te détaguer et de dire à cet ami-là, tu es un connard, tu n'es plus mon ami, et de le flusher. Ça se fait, tu sais. Bon. Ah. Maintenant, ben ça aussi, c'est une différence entre les jeunes et les vieux. Parce que les jeunes, là, je veux dire, les autres, là, 20 ans, ils ont déjà 2000 photos d'eux-mêmes sur le web. Quand tu es vieux, tu en as 3 puis tu capotes. Hey. D'ailleurs, tu vois tout de suite la différence entre un party de vieux et un party de jeune. Quand un party de vieux, ça change. Parce qu'un party de jeune,
sont tout le temps en train de prendre la pause, tu sais, parce que tu sais jamais qui va sortir son téléphone cellulaire et prendre une photo de toi, tu sais. Et là, moi, je vous parle depuis tantôt, c'est drôle, ça ne m'énerve pas, tu sais. Mais bon, c'est un autre sujet, tu sais. Euh, bref, à l'interne, ben, tu peux commencer là, avec des affaires faciles. Tu fais un club social, tu passes avec la monde, tout ça. Puis à un moment donné, tu dis, hey, vous autres, vous en avez de la passion. Vous connaissez votre domaine. Commencez donc à faire des billets sur ce que vous faites dans l'entreprise. Puis là, ben, tu prends ces meilleurs billets-là, puis tu mets sur le blog externe de l'entreprise. Fait que ça pourrait même te servir là, comme un outil de filtration de la crap. Fait que, bref, évidemment, rien que pour gérer les projets, là. Tu sais, vous savez, moi, j'ai travaillé chez Bell Canada déjà, là, tu sais. C'est sans doute pour ça que j'ai développé un certain sens de l'humour. Bref, tu sais, nous autres, là, tu sais, chez Bell, là, tu sais, t'envoyais un courriel, là. Hey, le nombre de copies conformes qu'on envoyait pour les courriels, là, tu sais, ça avait pu... Imagine le serveur qui gère tous les courriels avec des copies conformes, de la copie conforme, de la copie conforme, de la réponse de copie conforme. Tu sais, c'est épouvantable, tu sais. Mais ça, là, tu mets ça dans un blog. Service clientèle, Bell Canada, gérons les plaintes des clients. Écoute bien, là, tu mets tout ça là. Plus besoin d'avoir des copies conformes à tout le monde, là. Hey, fil RSS, le monde a un lecteur de fil RSS, ils vont recevoir les crap, puis ils vont recevoir les directives automatiquement, tu sais. Bon, ça se fait, ça là, tu sais. Ça, évidemment, mais ça a beaucoup, beaucoup économisé en termes de ressources informatiques. Ça ne sert rien qu'à gérer les copies conformes, tu sais. Fait qu'évidemment, ben, il y a bien des bénéfices à ça, d'être efficace. Philosophie des médias sociaux. Logiciel à code source ouvert. Ça fait partie des médias sociaux. Tu sais, qu'on soit capable de se partager les patentes. Et ça, on appelle ça des widgets. En français, on appelle ça des plugiciels. Et eux, ils appellent ça aussi, ben, quand tu mets deux, trois plugiciels ensemble, là, en anglais, ils appellent ça un mash-up. Je préfère le terme pâté chinois. Tu sais, tu prends des patates, tu prends du blé d'Inde, prends de la viande, mets ça ensemble, ça fait un pâté chinois. Tu sais? Bon, les médias sociaux, c'est ça aussi, là. Tu prends un outil de géolocalisation, tu prends un Facebook Connect, tu mets ça sur ton blog, puis là, ça fait trouver mon magasin, dites-nous quand vous venez nous voir, mettons. Okay? Bon. Fait que ça, là, ça, c'est un des principes des médias sociaux. Connecter les patentes ensemble. Évidemment, les médias sociaux respectent les standards du W3C, qui est un organisme de standardisation du web, et comme ils respectent les standards du W3C, ça permet à Google de faire sa job, et à Bing, et évidemment, il faut être ouvert à la communication bidirectionnelle aux élèves géocritiques. Puis, tu sais, je veux dire, on est habitué de faire du push, 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 push. On n'est plus capable. Ce sera peut-être le temps d'essayer d'autres choses. Et si vous allez sur les médias sociaux, pourquoi pas essayer la communication bidirectionnelle? Et évidemment, il faut comprendre que la communication, elle va varier. Elle va varier en fonction. Je vais prendre un exemple de ça, là. Moi, quand j'ai vendu ma première compagnie, puis je suis reparti comme consultant à mon compte, un de mes premiers clients, c'est un site national de véhicules neufs. Okay. Alors, moi, il m'engage à faire une étude de référencement. On se rend compte qu'il y a 10 fois plus de gens qui cherchent des voitures que les gens qui cherchent des véhicules. C'est peut-être mieux de vendre des voitures. Okay. Mais là, un peu plus loin, il y a quand même du monde qui cherche des chars. Comment tu fais pour pogner les gens qui cherchent des chars? Fait que là, ben, évidemment, tu vas mettre voiture. Là, tu vas faire des articles. On va parler des véhicules, des automobiles. Puis là, tu vas avoir un forum où le monde va parler de chars, de boy train, de bearing. Tu sais. Là, s'ils font des fautes dans le forum ou dans tes commentaires, ils ne vont pas corriger les fautes. Là. S'ils font des fautes en te parlant, ils vont faire des fautes en te cherchant, puis tu veux qu'ils te trouvent. Fait que permets-leur de faire des fautes. Là, tu comprends? Il ne faut pas capoter là-dessus. Là, t'sais. Donc, c'est un petit peu ça aussi, la philosophie. Tu peux avoir ton site traditionnel où là, tu as des gens de relations publiques qui t'ont fait un beau texte léché, revu par les avocats, dans un langage tellement bien synchronisé que, bon, OK. Après ça, tu as un blog qui est une communication plus directe. Bon, voici ce que je pense. Moi, je ne pose pas en quatre pour ça. Là, tu as un wiki. Vous savez, c'est quoi un wiki? Wiki, c'est comme Wikipédia. Wiki, c'est un outil qui ne coûte rien. Que, vous avez même,
Tu sais, à l'Auto-Québec, là, il y avait un wiki à l'interne pour, au lieu, eux autres, de se publier, c'est très intelligent, au lieu de se publier des gros manuels de procédure, ils ont dit, on va se faire un wiki de procédure. Tout le monde y a accès. Puis là, bien évidemment, tu as des choix rédactionnels. Toi, tu peux décider que les gens peuvent améliorer les procédures, puis tu as le choix de les laisser ou pas, ou tu peux dire non, les procédures sont là, puis on ne bouge pas. Puis alors, évidemment, ben, tu peux faire l'encyclopédie de ton domaine. Un autre exemple de ça, c'est Motorola qui avait développé un téléphone qui s'appelait le Motorola Key. Puis eux autres, ben, au lieu de faire un guide d'utilisateur en 25 langues, ils vont faire un wiki d'utilisateur en 25 langues. Mettons, fait que, tu sais, de toute façon, moi, le gars, je viens d'acheter un téléphone cellulaire. Je n'ai déjà même plus d'idée aussi que je vais foutre mon guide d'utilisateur. Première affaire que tu fais quand tu t'achètes une nouvelle cochonnerie, tu jettes le guide d'utilisateur. 2 jours après, tu te dis, il est où ce guide-là? Tu sais? Et là, il est en ligne. Là, mais en plus de ça, c'est que l'ingénieur qui a fait le guide d'utilisateur, lui, il se pensait bien smart, mais une semaine après qu'il est printé, là, il dit, ah, c'est vrai, j'avais oublié telle affaire. Okay? Il est trop tard, il est imprimé. Parce que là, c'est un wiki, modifiable, comme tu veux. Fait que ça, tu peux mettre ça aussi en sous-domaine de ton blog, faire d'autres affaires avec ça. Évidemment, bien, les autres médias sociaux, c'est du dialogue, tu jases. Tu sais, bon. Un exemple intéressant, Twitter, une entreprise canadienne, c'est Lululemon. Lululemon, c'est un magasin qui vend du linge pour les femmes, que c'est le temps de payer 50$ pour une paire de pantalons qui en vaut 5. Okay? Mais eux autres sont très, très, très bons dans le marketing et ils ont vraiment compris la notion de dialogue. Et sur Twitter, bien, ils ne parlent pas rien que de le cochonnerie. Ils disent ah, mais telle personne, elle a parlé d'une affaire de nutrition. Ça, Madame une telle nous dit que les meilleurs lieux pour faire du yoga, elle, c'est une bonne prof de yoga. Oui, vous, madame, vous pensez quoi? By the way, on a des nouveaux pantalons de notre ligne qui viennent de rentrer. Quand tu dis by the way, on a des nouveaux pantalons qui viennent de rentrer, ça punch. Quand il a parlé des nouveaux pantalons qui viennent de rentrer. Et je dis de la crap, là, c'est une expression. J'aime beaucoup Lululemon. Même qu'à un moment donné, j'étais dans une discothèque et il y a une fille qui vient me voir. Elle dit ah, Michel, il est donc bien beau ton T-shirt. Où t'as pris ça? C'est un Lululemon, hein? Je dis non, je ne sais pas personne, mais c'est additionnel. Ben, je ne sais pas. Donc, quand on parle de panique là, par rapport à la gestion des commentaires, c'est drôle, hein? Comme on parle d'open source, c'est moi, on parle d'open source, code source ouvert. Ensuite, là, les boucliers commencent. Ouais, mais la sécurité, tu sais, la sécurité, tu sais. Moi, je lui dis, ben, regarde, je dis, la CIA, le Department of Defense, la CIA, son site est en open source. Le Department of Defense vient de faire une directive disant qu'ils s'en vont vers l'open source. La gendarmerie française est open source. C'est drôle que les gens qui sont en sécurité n'ont pas peur de l'open source, puis les gens qui ne sont pas là-dedans, ça a l'air les fait capoter. Curieux. C'est ça pour dire que la US Air Force a développé le beau petit tableau que je vous invite à aller revoir sur mon blog. Et un mapping des processus de comment tu vas répondre aux gens qui vont te critiquer sur les médias sociaux. Évidemment, il n'y a pas 250 millions de types de critiques que tu peux faire, puis il n'y a pas 250 millions de types de réponses que tu peux faire. Puis eux, on fait un beau mapping. Vous regarderez ça, puis vous mettrez sauvé dans les causes, là. Mais tu sais, l'armée, là, c'est pas la même mode. Tu sais, je veux dire, les calculs opérationnels, la gestion, les atteintes des objectifs, même les affaires, c'est toutes des inventions de l'armée. Là. On va dire ce qu'on voudra, même les médias sociaux, ils sont plus hauts qu'une méchante gang. Planifier une stratégie de médias sociaux, bien évidemment, la première étape, c'est toujours d'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Qui parle de moi? Qui parle de mon secteur? Qui sont les joueurs importants? Première étape. Deuxième étape, bien là, tu vas aller créer tes profils. Déjà, au moins, sécurise donc ton brand un peu partout. Okay? Ouvre-toi un profil, Flickr, LinkedIn, tout là, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de l'allure dans ta gang, là, va t'ouvrir un profil. Puis tiens les morts, tant que tu ne sauras pas quoi faire avec. Mais là, au moins, là, mec, tu décides d'aller t'ouvrir un compte Twitter, il n'y aura pas quelqu'un qui l'aura ouvert à ta place et qui va essayer de te le revendre. Tu ne fais rien ouvrir un profil. Là, ben écoute, tu as fait ça. Puis là, tu as écouté, tu as monitorisé tout ça, tu commences à avoir des idées de contenu. Idéalement, tu en as qui viennent de toi-même. Hein? Idéalement, tu sais de quoi tu parles. Si tu ne sais pas, tu as quand même un droit de citation. Un droit de citation, ça ne veut pas dire un droit de copier-coller.
Ça veut dire que tu as le droit de prendre une citation de quelqu'un mise en contexte. Donc, il faut que tu le crées, le contexte. Mais ça, quand tu fais du monitoring de façon continue, excusez-moi la technique en bas, j'avais un sein bruyant. C'est mieux de même, hein? OK. Bon, donc, mise en contexte. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux dire un tel a dit ça, un autre a dit ça, moi je pense ça. Tu as cité les deux, puis là, tu as fait une mise en contexte. Puis là, tu as rajouté ta valeur ajoutée. Il faut être capable de faire du contenu. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai un frère qui, lui, il vend des chars. Puis, c'est quelqu'un, pendant un souper, qui fait la gaffe de dire le mot voiture, il est parti pour 3 heures. Tu sais? Il aime ça parler de char. T'sais. Lui, il se ferait un blog sur les chars, là, regarde, j'en arrête jusqu'à demain matin. T'sais. Bon, ben c'est ça. Il y a des fois, il y a du monde qui me dit ouais, mais là, moi, je suis gêné, je ne peux pas écrire. Tu es capable de me parler? Oh oui, on va parler, je n'ai pas de problème. Ben, regarde, filme-toi donc en train de parler. Mets ça sur le web. Maintenant, comme le web, c'est un médium textuel, engage ta secrétaire pour qu'elle réécrive le verbatim de ce que tu as dit dans ton vidéo, mets fichier texte à côté, appelle ça sous-titré pour malentendants, puis en réalité, ça va être sous-titré pour Google. Bon, tu sais, ça aussi, ça se fait, là. Fait que si tu as la panique de la page blanche, bien là, filme-toi en jasant. Puis si tu ne te trouves pas beau, ben enregistre-toi en parlant. Puis là, si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas écrire, ben là, regarde, fais d'autres choses, là, tu sais. Bon, ça, c'est comme les boss, ils disent, ah, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tes gros boss de compagnie, ta job, c'est de communiquer à longueur de journée. Tu fais rien que ça de communiquer. Tu ne demandes pas de faire une nouvelle communication. Fais rien que le corps de ce que tu vas dire dans toute ta journée, mets-les sur Internet. Déjà, ça fait pas mal de stock, là, tu sais. Bon, un coup que tu as fait des contenus, bien évidemment, tu les distribues. Puis tu fais de la promotion, notamment via Twitter, notamment via Facebook. C'est des bons outils pour amener du monde. On s'entend que sur YouTube, ben là, c'est pas tellement un outil de promotion comme un outil plus fonctionnel ou Flickr, ou etc. Là, mais tranquillement, tu vas te créer une communauté qui vont t'aider, qui vont t'amener des bénéfices d'affaires. Puis, évidemment, tout ce que tu fais, ben, tu le mesures. Tu l'analyses, puis tu ajustes le tir. T'sais. Moi, je vais vous dire, par exemple, j'ai ma conjointe que j'aime énormément et qui, pour des raisons professionnelles, ne veut pas être sur le web. Elle respecte très bien ça. Elle veut pas, moi, je suis très médiatisé, puis elle ne veut pas être médiatisée parce qu'elle fait sa job. Alors, moi, quand je parle d'elle comme étant Bibite, okay? Qui est le mot d'amour que j'utilise pour elle. Bibite. Bon. Et puis, c'est un peu comme Foglia. Hein? Foglia, il parle de sa fiancée. Puis, sa fiancée, c'est qui? Ben, ceux qui la connaissent, la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas, ben, c'est la fiancée. Mais moi, Bibite, c'est ça. Donc, à un moment donné, moi, sur Twitter, je dis, pour les curieux, voici une photo de l'ombre de Bibite. Tu sais, j'ai photographié son ombre sur le sable. 200 clics en 15 minutes. Tu sais, quand même, tu sais, pour voir la photo de l'ombre de Bibite. Tu sais, c'est pas pire, tu sais. Fait que ça te permet de mesurer les affaires de même. Il faut que tu mesures ce que tu fais. Là, je sais que quand je parle de Bibite, le monde aime ça. Puis il m'en parle, tu sais. Bon. Même que ça me donné, des fois, on s'en va dans des cocktails, puis elle, c'est un choc pour elle, puis je la comprends, tu sais. On est dans un souper, mettons, là, puis il y a du monde qui est avec moi très, très rarement. Là, puis je dis, bon, ben, je présente, là, je dis son nom. Ah, bonjour. C'est elle, Bébite. Ah, c'est toi, Bébite! Ah! Puis là, les autres, ils viennent fous, là, tu sais. C'est quand même. Bon, c'est drôle, tu sais. Donc, aussi, ça illustre que vous devez respecter la vie privée des gens qui vous entourent. Vous autres, si vous avez décidé d'être sur les médias sociaux, là, respectez donc les gens qui votre conjoint, ça ne tente pas d'être là-dessus. Il y a des manières qu'ils soient là-dessus sans qu'ils soient là. Vos enfants, là, ils ne veulent pas être là-dessus. Mais... D'ailleurs, moi, je dis souvent qu'une des règles de sécurité, c'est que mettez rien sur les médias sociaux qui ferait honte à votre mère. Okay? Si votre mère a honte, là, c'est déjà un bon barème de ça. Il ne faudrait peut-être pas que ça soit là. Okay? Puis, acceptez-les donc comme ami, votre mère dans Facebook. Elle fait pitié, tu sais. Bon, tu sais. Refusez-la pas, là. Tu sais, je suis allé dans les meetings, dans le même, ils disent, oh, moi, je n'ai pas accepté ma mère. Pourquoi tu n'as pas fait ça, machin, tu sais? Voyons, ta mère accepte-la dans Facebook, tu sais. C'est sûr que je comprends les jeunes, tu sais, les très, très jeunes, là, tu sais, comme moi, il me semble que, bon, lui, il est sur Facebook, puis il a accepté moi, son père, un couple de chums de son père, puis, tu sais, il avait gagné au soccer, tu sais, puis son père, puis toute notre gang, on s'en va le féliciter. Écoute, il a tout flushé ça, lui, là. Il ne voulait pas que son père, puis les chums de son père,
Je viens de faire des commentaires devant ses chums sur son mur Facebook. Hey, il y a 12 ans. On comprend, là, tu sais? Bon. Et là, vous n'avez pas 12 ans. Hein? Ça, c'est déjà déterminé, là, tu sais? Acceptez-les votre mère. Bon. Condition de succès, évidemment, une mentalité de transparence. Puis encore là, la transparence, c'est une notion qui varie grandement. Hein? Moi, il y a du monde qui me dit que je suis très, très, très transparent. Très, très, très transparent, ce qui est faux. J'ai une transparence sélective. Je suis toujours conscient de ce que je m'enligne et je le mets de façon éclairée. Okay? Je suis toujours authentique, par contre. Mais j'ai une transparence sélective. Je ne suis pas si transparent que ça. Évidemment, mais il y a un ton constant en fonction de l'objectif. Là, je vais aller très, très vite parce qu'on me fait signe que le temps avance. Ça, c'est le BlackBerry d'Obama. Il y a du monde qui pensait qu'il n'y avait plus de BlackBerry, donc il y en a encore un. Mais ça, c'est le BlackBerry Hummer, à 3 000 $ au lieu de coûter 300. Mais puis ça, bien évidemment, Obama est en train d'ouvrir le gouvernement 2.0. Il a décidé qu'il mettrait toutes les informations gouvernementales non sécuritaires, non de nature à la sécurité du pays en ligne, ce qui est une très bonne chose. Évidemment, ça nous ouvre la porte à qu'est-ce que l'organisation 2.0. Vous avez notamment Los Angeles Fire Department, qui est très, très, très innovante à plusieurs égards. Bien, premièrement, ils ont un blog, ils sont sur Flickr, ils ont un groupe, ils font de la balado-diffusion, ils sont sur Twitter et ils utilisent tous ces mécanismes-là pour bien informer la population. Et comme vous le savez, ça arrive qu'il y a des feux assez dramatiques. C'est pas mauvais d'utiliser tout ça comme technologie pour dialoguer avec les gens. Maintenant, nous, on est poche sur Internet. On est poche parce qu'on a des problèmes structuraux. Le web, c'était plus à la mode. Il y a du monde qui a mis bien de l'argent dans les années 2000 alors que c'était à la mode. Puis là, ils disent, le web, c'est de la merde, je sais, j'ai payé pour. Bien, il y en a d'autres qui disent, ah, mais peut-être que je n'ai pas fait la bonne chose. Ceux-là, ils sont prêts pour être mes clients. Évidemment, il y en a qui ont fait des gros investissements dans des grosses cochonneries qu'on appelle les mainframes, plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais là, ils disent, il faut que nos investissements ils vivent encore. Là. Il faut justifier nos investissements. Ils payent des grosses fortunes d'intégration pour faire parler des cochonneries entre eux autres. Ça coûte bien cher. Ça, on appelle ça une approche d'intégration classique. Moi, mon sujet de maîtrise, c'était justement ce qu'on appelle les web services. Comment intégrer des applications, des informations d'affaires à moindre coût. Ils sont très, très limpides. Évidemment, au Canada, bon, on le sait, on est le dernier pays de la planète à avoir eu les iPhones, à avoir eu les Android. On paye un prix de fou pour notre Internet. Les régions, quand ils ont la chance d'avoir Internet, c'est l'Internet basse vitesse. Et notre Internet haute vitesse à Montréal, c'est l'Internet basse vitesse de la Corée. On peut se péter les bretelles. Puis, évidemment, bien, le contexte commercial, des firmes de communication marketing qui font encore bien de l'argent à faire de la publicité. Puis, à faire des sites web en flash qui gagnent des prix boomerang, qui se donnent des prix entre eux autres pour dire que cette merde-là, c'est bon. Puis, évidemment, il y a une philosophie du contrôle, ça fait peur de laisser. Par contre, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est qu'on est un peu créatif. Donc, on peut apprendre des erreurs des autres, parce que là, évidemment, comme on est tellement en retard, on a le temps de voir venir un peu qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et puis, vous avez un autre exemple à ça. Vous avez Cisco. Cisco, en 95, l'ancien président Jack Welch, il disait « Le web, c'est de la merde, on s'en fout ». En 97, il disait « Le web, si on ne prend pas le virage, on est mort. Il faut prendre le virage web ». Alors là, il a pris chacun des vice-présidents de sa compagnie et il l'a jumelé avec un jeune. C'est le jeune qui est devenu le mentor du VP. Ils ont fait le virage web et c'est une des entreprises les plus performantes sur Internet aujourd'hui à plusieurs égards. Mais ce serait le sujet d'une autre conférence. Tout ça pour dire que les jeunes, là, ils sont nés, là, ils connaissent ça. Là. Et donc, voir les jeunes, demander leur don de vous aider. Et ça pourrait grandement améliorer plusieurs de vos bénéfices d'affaires. Sur cela, on me dit qu'il y a une période de questions et j'aime beaucoup les questions. Alors, je vous remercie. Je ne vais pas trouver. Bon, mon séducteur qui est de retour. Ça y est, j'arrive. Maintenant, Max, oui. Denis. Alors, première question, parce que quelqu'un dit, je n'ai pas trop compris comment un blog peut remplacer efficacement les courriels échangés à l'interne d'une organisation. Bien, c'est que, par exemple, le blog, ça peut être l'endroit unique où, au lieu d'envoyer un courriel à tout le monde, là, ben, que tu fais un billet. Et que le billet, bien évidemment, les gens ont un lecteur de fil RSS, ils vont savoir qu'est-ce qui a été mis à jour. Les gens, au lieu que les gens aient l'information va venir à eux.
via la technologie des lecteurs RSS. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un lecteur RSS, vous allez voir Google Reader, par exemple. Lisez ce qui est écrit, vous allez comprendre. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça peut améliorer, parce qu'évidemment, tout ce qui va avoir été mis à jour, tout ce qui va avoir été partagé dans une gestion de projet, dans un projet comme tel, ça va être mis de manière antichronologique. C'est-à-dire que le blog, ce qui vient d'être mis à jour et ce qui apparaît en premier, ce qui a été mis à jour il y a un mois, c'est à la fin. Et comme on sait, une gestion de projet, ça avance dans le temps. Un blog aussi, ça avance dans le temps. Puis évidemment, tu as des outils de recherche interne, tu as des catégories, tu as des archives par date. C'est assez performant pour faire de la gestion de projet à l'interne. Comme ça, ça peut sauver pas mal de courriels de crap. Tu as d'autres questions? Pendant l'automne, Max se dirigera avec le micro vers une personne. Madame en avant, oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de Google Wave, puis quelle place cet outil-là va avoir, vous pensez, dans les prochaines années pour le partage d'informations dans les organisations? Bon, moi, je vais vous dire que je suis encore déçu de Google Wave. La grosse problématique de Google Wave, c'est un peu comme Twitter. Twitter, là, si vous êtes 3 sur Twitter, là, c'est comme plate. T'sais? Google Wave, c'est 3 dessus, c'est comme plate. Et le problème de Google, c'est qu'ils ont fait leur mise en marché comme ils avaient fait pour Gmail. Ça a marché pour Gmail, mais ça n'a pas marché pour Google Wave. Quand ils ont parti de Gmail, ils ont dit, là, on va donner ça à rien qu'un petit groupe. Et là, ce petit groupe-là vont inviter leurs amis. Et là, ça va grossir de façon organique de même. Alors là, on va être capable de se faire un sociogramme de qui connaît qui. Mais pas rien que ça, c'est que quand les gens vont avoir eu la chance d'avoir un Gmail, là, ils vont se sentir privilégiés. Et comme de fait, au niveau marketing, au niveau psychologique, les gens qui ont eu une adresse Gmail seront beaucoup, beaucoup plus fidèles à ce courriel-là qu'ils étaient à MSN ou à Yahoo. Sauf qu'il y a une loi des grands nombres. Et il y a certaines technologies qui, pour être fonctionnelles, doivent avoir plusieurs mondes. Et il dit Google Wave, c'est le cas. Là, Google Wave, c'est vrai qu'il y a une masse critique, là, c'est vraiment plate et vraiment poche et ça ne sert à pas grand-chose. Et évidemment, mais pour pouvoir découvrir toutes les pertinences de Google Wave, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Puis là, il n'y a pas de monde. Tu arrives là, tu es le seul. Bon, c'est comme ton Twitter. La première fois que tu as un Twitter, là, si tu suis 3 personnes qui tweetent une fois ou 3 jours, tu rouvres ton Twitter, tu as 3 messages. Bon, là, avant qu'il y ait une grosse discussion, ça peut prendre un peu de temps. Moi, c'est sûr que j'ai à peu près 8000 followers. Moi, quand je rouvre ça, là, ça part, là, tu sais. Je peux pas tout lire. Encore là, il y a du monde qui me disent ouais, mais Michel, comment tu fais pour suivre 8000 personnes? Je ne suis pas 8000 personnes. Moi, j'ai dit que Twitter, là, c'est un fumoir. Moi, j'aime ça arriver dans un fumoir qui a bien du monde. J'aime pas ça arriver dans un fumoir qui est vide. Maintenant, je ne suis pas là toute la journée. Si j'étais là dans le fumoir toute la journée, je tuerais le Christ. Mais, quand je suis là, et je jase vraiment. Et là, je te jase vraiment à toi. Tantôt, il y a quelqu'un qui va me poser une question là-bas, et c'est la personne là-bas à qui je vais jaser. Hey? Bon, puis là, vous allez dire, moi, le monsieur qui est là va peut-être dire de quoi que je vais entendre comme ça. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Je ne le connais pas, là. T'sais. Bon, pour moi, c'est ça un peu. Puis, moi, quand je suis là 1 heure, je suis là 1 heure. Je regarde vraiment ce qui se passe. Bon, puis je retweet, puis j'interagis. Mais je suis pas là, puis la vie continue, puis regarde, là. C'est pas avec ça. En plus de ça, j'utilise un outil de gestion qui s'appelle Twirl. Mais évidemment, il y a TweetDeck, il y en a plein d'autres. Il y a une nouvelle poulette tantôt qui expliquait toutes sortes de critères. Et ça te permet de savoir que justement, quand tu n'étais pas là, qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a retweeté et qui t'a fait des messages directs? Fait que ça te permet de baisser un petit peu ton niveau d'anxiété. Ça répond à votre question? Ouais. Sur le web, s'il vous plaît, est-ce qu'un wiki dans lequel on trouverait des procédures et règlements serait viable dans une organisation comme les Forces canadiennes? Répète-moi ça encore. Est-ce qu'un wiki serait viable dans une organisation comme les Forces canadiennes? Bien, certainement. Ce serait très viable. Oui. Puis ce serait même innovateur pour eux autres. Puis ils pourraient même faire des relations publiques positives avec ça et avoir plus de bénéfices en termes de relations publiques d'avoir implanté un wiki des procédures des Forces canadiennes qu'ils ont largement besoin avec les frasques qui se passent présentement en Afghanistan. Fait que moi, si j'étais eux autres, là, je dirais go, 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 on met ça sur un wiki, ça presse. Puis j'ai déjà été mauvais dans les Forces canadiennes. Plaisir d'être à l'époque étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean, avec les QRNOs, là, Queen Regulation and Orders, là, qui étaient postés sur le mur.
Ça aurait pu être sur un wiki sans aucun problème. Bonsoir. La fréquence d'un blog sur un site corporatif, ce serait quoi? Ça, c'est une question à 2000 $. Voulez-vous me faire un chèque? Ça, là, gars, ça peut varier là, tellement. Là. Évidemment, quand tu fais un blog, il y a tout le temps la question de pourquoi tu fais un blog. C'est quoi l'objectif d'affaires, d'ailleurs? Et l'objectif d'affaires peut déjà t'aider à définir la fréquence de ton blog. C'est un blog de relations publiques, c'est un blog de gestion marketing, c'est un blog de quoi que tu fais. Mettons que c'est un blog de marketing, mais là, on va dire que plus mieux que ça. Encore là, plus tu vas écrire souvent en fonction de la compétition web que tu as. Si tu es seul à parler de ton bouton à 3 trous, tu n'as pas besoin de jaser longtemps, parce que quand on sort ce bouton à 3 trous, c'est toi qui vas sortir, tu es tout seul qui en parle. Et là, tu parles d'un sujet qui est très, 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 très achalandé. Et là, si tu veux sortir un peu, tu vas avoir besoin de travailler pas mal plus fort. Il y a beaucoup de paramètres qui vont décider, effectivement, de la fréquence. Puis évidemment, il ne faut pas capoter avec ça non plus. Moi, je dis souvent à mes clients qu'un blog, dans un contexte marketing, c'est des retombées à moyen et long terme. Tu n'auras pas de retombées à court terme. Et surtout, il faut être conscient que pour que la conversation se passe chez vous, il faut qu'elle se passe d'abord ailleurs. Fait que pour chacun des billets que vous allez faire sur votre blog, il faut que vous alliez faire au moins 2 commentaires ailleurs. Quand tu fais un commentaire ailleurs, tu frappes 2 clous d'une shot. Premier clou, tu te crées toi-même un hyperlien externe qui est comme un vote de confiance. Parce que quand tu fais un commentaire sur un blog, on te demande ton nom, ton commentaire et ton hyperlien. Et le deuxième clou, si tu n'écris pas des conneries, et le blogueur et le lecteur vont dire c'est qui cette personne si pertinente qui a fait un commentaire si éclairé. Fait que là, ils vont cliquer sur l'hyperlien puis tu fais du trafic en même temps. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui. Alors, une autre en provenance du web. Quelle est votre vision de l'utilisation possible des médias sociaux par les ministères et organismes publics? Excuse-moi, tu parles proche de ton micro. OK. Alors, je répète, quelle est votre vision de l'utilisation possible des médias sociaux par les ministères et organismes publics? Ma vision possible, c'est que, évidemment, c'est la question du gouvernement 2.0. On les paye, cet argent. Ils devraient avoir la transparence de mettre en ligne ce qu'ils font avec notre cash, et ils le font. Alors, tous les ministères devraient être en ligne et devraient faire des mash-ups et devraient embrasser le Web 2.0 à tour de bras. Et en plus de ça, bien évidemment, il pourrait avoir des bénéfices, comme l'a illustré un monsieur qui s'appelle Dan Tapscott dans le livre Wikipédia, parce qu'il y a des gros problèmes sociaux à régler. Il y a des gros problèmes gouvernementaux à régler. On sait qu'on a un problème démographique au Canada, que la population est vieillissante et qu'on va avoir moins de fonctionnaires pour faire encore plus de jobs. Donc, la population pourrait être mise à profit et trouver des solutions à des problèmes qu'on a. Et ça a été expérimenté dans plusieurs contextes. Et je pense que dans un contexte gouvernemental, ça pourrait être drôlement pertinent de l'expérimenter. À titre d'exemple, là, on sait qu'il y a une vague d'intérêt pour l'éolienne au Québec. Hein? Bon, puis là, on sait que les éoliennes, on veut faire ça, mettons, dans une zone protégée écologiquement, mais là, ça va créer des jobs, fait qu'on va faire des éoliennes. Moi, je me dis, j'ai déjà dit dans mon blog, que ça pourrait être intéressant qu'on mette des éoliennes à la grandeur du Québec. On a déjà des fils de haute tension qui décrivent le paysage à la grandeur du pays et que les terrains nous appartiennent déjà. Fait que pourquoi pas étudier partout où passent nos lignes de haute tension, où il y aurait déjà des grands vents, peut-être une éolienne ici et là. Puis là, ça ne coûterait pas trop cher de transport. La ligne de transport est à côté et ça créerait de la job à la grandeur du Québec. Puis là, on pourrait faire une grosse discussion puis mettre des gens qui jaseraient de ça. Ça, ce serait un des exemples qu'on pourrait faire. Là, vous entendez « Houston, we have a problem ». Ça, c'est mon téléphone cellulaire, c'est ma sonnerie. Excusez-moi, parce que ça me fait du bien d'entendre ça. Houston, we have a problem. Là, je suis là, hey, oui, tu sais. Ah, OK. Alors, bonsoir, Luc Denis du groupe Les Beaux Réels Roux.
Du groupe quoi? Les Beaux Réels Roux, on est un podcast québécois. OK. Et tu en as presque pas parlé ce soir des podcasts. Je me demandais si, d'après toi, c'est déjà out ou c'est différent des médias sociaux. Non, ben, quand je parlais des blogs, j'incluais les... Et puis, les podcasts, c'est très in. La preuve, c'est que j'ai fait une autre conférence à Podcamp Montréal cet automne. J'aime beaucoup les podcasts. Évidemment, la problématique des podcasts, c'est un peu la problématique que j'expliquais tantôt. C'est une problématique de diffusion parce que le web est un médium principalement textuel et le podcast, bien évidemment, la plupart du temps, il se trouve être invisible à Google. Sauf que de plus en plus, avec une des nouvelles tendances, notamment la mobilité, notamment l'iPhone, de plus en plus de gens se téléchargent, même avec les iTunes, se téléchargent des contenus avant d'aller travailler, puis ils l'écoutent dans leur métro, dans leur voiture. De plus en plus de voitures sont équipées avec justement des branchements iPhone et iPod, etc. Alors, les podcasts ont un avenir extrêmement intéressant. Et évidemment, à des fins d'entreprise, ça peut être aussi intéressant de faire des podcasts, de même qu'à des fins de formation. Évidemment, quand tu es pogné sur l'autoroute, sur la 15, bon, ben là, le temps que tu es dans le trafic, tu pourrais prendre un cours d'espagnol, mettons, là, en podcast. Là, ah oui, il y a un avenir pour ça. Ça, c'est une autre affaire intéressante aussi. Tu sais, quand que, tu sais, moi, il y a du monde qui me dit souvent, Michel, tu mets tellement d'informations sur ton blog, là, tu n'es pas en train de te couper de la business. Et moi, je réponds, je regarde. Je dis, là, moi, je vais vous donner une conférence ce soir. Il y a du monde qui ont payé pour m'écouter. Si ce monde-là, il m'avait lu, là, il ne serait pas ici ce soir. Mais vous ne m'avez pas lu. Vous avez lu un blog ou deux, vous avez lu un billet ou deux, vous dites, ah, crème, elle doit savoir de quoi qu'elle parle. On va payer pour aller l'écouter. Vous payez, vous venez m'écouter. Vous déplacez, puis vous prenez le sang, vous venez m'écouter. Tout ce que je dis, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je le dis, que je le répète, que je l'écris, puis que je le print. Donc, je ne me couperai pas de la business, au contraire. Parce que c'est ça la force des archives. Tu sais, c'est un peu une autre image de ça. C'est comme, mettons que tu fais un documentaire sur la rénovation domiciliaire. Quelqu'un qui écoute l'émission, est-ce qu'il va se construire une maison? Je pense pas. Mais il va peut-être essayer de se mettre, mettons que tu fais une émission sur comment mettre du stucco sur un mur, il va peut-être essayer de se mettre du stucco sur un mur lui-même. Rendu à moitié du mur, il va dire, ouais, le mur, il croche. Fait que là, qui va appeler? Le compétiteur qui a écouté l'émission ou celui qui l'a fait? C'est pour ça qu'il ne faut pas être cheap de ces contenus, parce que de toute façon, le monde, ils ne te liront pas, ou ils vont te lire si peu. Fait que t'en mets du contenu. Puis le plus drôle là-dessus, c'est que moi, si vous allez sur mon blog, là, mes produits et mes services ne sont même pas écrits. Pas besoin de dire que je suis bonne dans telle affaire, je le prouve. Fait que là, le monde le savent. Là, ben, le monde, au lieu de se taper mes 2000 billets pour essayer de comprendre ce que moi je comprends, mais il m'appelle et il me paye plusieurs centaines de dollars de l'heure pour... tant mieux, je suis bien content de ça. Fait que les podcasts, c'est un peu ça aussi. Oui, il y a un bel avenir pour les podcasts, puis soyez généreux de vos contenus. N'ayez pas peur d'en partager de l'information. Vous empêcherez pas de faire de la business, au contraire. Question sur le web. Existe-t-il des écoles ou des centres de formation qui offrent des formations sur l'utilisation des médias sociaux, sur la façon de les maîtriser, ces plateformes-là? À ce que je sache, non. Cependant, il y a 3 éditeurs qui sont après moi pour que je fasse un livre là-dessus. Donc, il devrait y avoir éventuellement un livre sur le sujet. Il y en a plusieurs du côté américain qui sont des... il y a un décalage entre... ça va tellement vite, le web, il y a un décalage entre la réalité et entre ce qui est enseigné aux universités. Et la raison en est simple, les chargés de cours ne font pas de cash. Ceux qui savent, ils n'ont pas intérêt à aller se taper une session à donner à l'université pour des pinards. Si l'université voulait savoir, il faudrait qu'ils augmentent un petit peu le bacon qui donne aux... Ce serait une solution pour aider les pauvres étudiants. Ah, il y a une couple de chargés de cours dans la salle. Pendant que mon collègue Max est de place dans la salle, j'ai une autre question en provenance du web. Comment être pertinent dans nos publications de contenu et surtout le rester? Existe-t-il des règles à cet égard? Oui, la passion. Si tu es passionné par ce que tu fais, tu connais ça, tu vas travailler jusqu'à la fin des temps, puis ça ne te fatigue pas. Puis la passion, ben, c'est de ne pas tout le temps être nécessairement d'accord avec les autres, mais de justifier ce que toi tu penses. Il ne faut pas avoir peur de la polémique non plus. La polémique, c'est très marketing, mais la polémique, c'est très marketing quand c'est documenté et c'est intelligent. Est-ce que j'ai bien compris la question? Est-ce que ça va? Alors, moi, je pense que la passion, c'est un secret.
Puis, tu sais, un jour au monde où souvent aussi, moi, je suis bien chanceux d'avoir trouvé ma passion qui est d'analyser le web. Puis, c'est une chance que j'ai. Je dis aux gens, si vous ne l'avez pas, découragez-vous pas, cherchez encore, vous allez peut-être la trouver. Puis, si vous faites vraiment chier dans ce que vous faites, là, la vie est trop courte, faisons l'autre chose. Et pas peur du changement. Moi, j'ai vraiment pas eu peur du changement de tous les gens. Ben, j'avais peur, mais bon, ça s'est bien passé, tu sais. J'avais même très peur, j'étais même terrorisé, mais bon. Tu sais. Bonsoir, Guy-Louis Bernier. J'ai une question pour vous au niveau de tout ce qui est dans les sites web, ou, etc., au niveau des commentaires. Il y a plusieurs sites où on demande web local, par exemple, ou des sites qui nous demandent de toujours poster nos commentaires sur un produit ou un service. Des fois, on le fait de manière anonyme, des fois, c'est entre notre nom personnel. Jusqu'à quel point on peut se fier à ce genre de site où les gens disent « Ah, j'ai aimé aller manger là, ou j'ai aimé ça », puis entre ça et les sites aussi de l'OPC ou les sites du gouvernement qui sont là pour nous protéger, qui disent, ou le protégez-vous, qui disent « Ah, mais tel magasin, il y a eu les souris, allez pas là » ou quoi que ce soit. Là. Tout ce qui est comment fait la part des gens. L'intégration, moi, je prends la première question que je vais faire. Bon, moi, comme par exemple, mettons, là, il y a un site équivalent à ce que tu dis pour le monde du voyage qui s'appelle TripAdvisor. TripAdvisor, les gens vont dire si on a aimé l'hôtel, si on paye l'hôtel. Moi, ce que je fais, c'est que je fais la moyenne. Il y a des gens qui ont complètement détesté, il y a des gens qui ont trop aimé. Là, tu regardes dans le milieu, puis ça te donne une bonne idée de ce que tu vas trouver. Évidemment, tu as tout le temps des capotés qu'eux autres, là, je veux dire, il y a une poussière sur le plancher, puis l'hôtel est crotté, là. Puis, tu sais, bon, à un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses. Maintenant, aussi, en même temps, dans ta question, il y a la sous-question des commentaires. Ça, moi, je trouve que c'est fondamental. Souvent, les entreprises ont peur des commentaires sur les blogs. Moi, sur mon blog, j'ai une politique éditoriale des commentaires. Quand vous allez sur à propos, vous avez ma politique qui apparaît là. Par exemple, moi, si tu fais un commentaire anonyme, si tu n'as pas le courage de ton opinion, ben, je vais peut-être considérer que ton opinion, c'est de la merde pour me te flusher. Tu peux me traiter de conne, mais documente pourquoi je suis une conne. Si tu fais me faire des insultes vides, je vais les flusher. Et ainsi de suite. Insulte pas ma mère et ma famille, parce que ma mère est morte, ça va me faire bien de la peine. Bon, tu sais. Alors, tu sais, tu as le droit de faire une politique éditoriale des commentaires. Et aussi, bien souvent, les entreprises disent « Ouais, mais là, ils vont avoir des commentaires. » Commence par avoir des commentaires avant de capoter avec le fait que tu vas avoir des milliers de commentaires à gérer, là. Fait que tu as eu, tu sais, mec, tu as eu 20 commentaires dans ta journée, là. Ça a été une méchante belle journée, là. Tu sais, après les mains. Encore là, si tu as 20 commentaires, tu n'es pas obligé de répondre aux 20 commentaires. Tu peux répondre à l'idée des 20 commentaires. Tu ne réponds pas à chacun des commentaires qui apparaît. Là, bon. Puis évidemment, ben, ça, il y a aussi toute la question des commentaires dans les blogs des médias. Les commentaires des blogs des médias, écoute, c'est des médias. Ils ont déjà un très, très gros pool. Puis les autres, ils ne mettent pas de politique éditoriale les commentaires. Puis ils ne mettent personne pour modérer les commentaires. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça dégénère, puis il y a de la crap, puis il y a du n'importe quoi. C'est de leur faute, là, tu sais, je veux dire. Ils ne mettent pas les culottes, puis ils ne mettent pas les ressources qu'ils ont besoin pour gérer le problème. Mais là, ils ont des problèmes. Moi, mes commentaires, là, je suis extrêmement content de la qualité de mes commentateurs et j'apprends beaucoup des commentaires. Et je vous incite tous à venir faire des commentaires sur mon blog, à me suivre sur Twitter et être amis avec moi sur Facebook. Maintenant, ma politique sur Facebook, c'est mon endroit doudou. Mon endroit, en principe, pour mes amis. Alors, vous n'avez pas le droit de me faire chier. Et si vous me faites chier, je vais vous avertir une fois, et la deuxième fois, je vais vous flusher. Et à date, sur à peu près 3000 amis, j'en ai flushé 5. Fait que le ratio n'est pas pire. T'sais. Alors, puis, tu sais, bon, les commentaires, évidemment, les commentaires, c'est comme dans la vie. Et, encore là aussi, c'est comme les blogueurs, c'est dans la vie. Tu sais, il y a tout le temps, moi, ça me fait tout le temps rire, les journalistes qui disent « Ouais, mais sur le web, il y a de la crap, là, tu sais, sur le web, on ne sait pas ce qui est bon. » Faux. Sur le web, on sait ce qui est bon. Il y a un mécanisme d'autorégulation naturelle qu'on appelle les hyperliens externes. Plus tu as d'hyperliens, plus tu es pertinent, mieux tu es pertinent, mieux tu sors dans Google, mieux tu sors dans Google, plus tu es up. Il y a à peu près, on va dire, 150 millions de blogs sur la planète. Ben, il y en a 149 millions qui font partie du web invisible. Il y en a peut-être 1 million qui sont visibles. Fait que déjà, là, de dire qu'il y a de la crap, c'est sûr que si tu cherches la crap, tu vas trouver. Si tu cherches la qualité, tu vas trouver aussi. Et il y a de la crap aussi dans les médias traditionnels. Il y a de la crap partout. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Internet, et surtout qu'il faut dire aux jeunes, c'est de garder son esprit critique. Même si c'est écrit dans l'encyclopédie, ça ne veut pas dire que c'est vrai.
parce qu'il y a 1000 ans, dans l'encyclopédie, c'était écrit que la Terre était plate. Okay? Donc, qu'est-ce qui est crédible? C'est un consensus social sur un continuum de temps X. Alors, c'est crédible aujourd'hui, demain, ça peut être de la bullshit. Garde ton esprit ouvert, garde ton esprit critique, remets tout en critique, mais de toute façon, je ne suis pas trop inquiète pour les jeunes parce qu'ils ont un bullshit détecteur d'intégrer. Et moi, quand je regarde une photo, je dis « Ah, la belle photo ». Eux autres, naturellement, ils disent « Ah, qu'est-ce qui a été photoshopé là-dessus? » Puis ils cherchent qu'est-ce qui a été photoshopé. Fait que, bon, ils ont déjà les réflexes que les plus vieux comme nous autres n'ont pas. Alors, c'est une longue réponse, hein? Oui. Autour du web ici, bougez pas un instant. En rafale, quelques questions. À quand le web 3.0? C'est déjà là où ça va venir. Puis évidemment, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, vous êtes dans le web, il y a toutes sortes de monde, y compris des crosseurs. Et moi, j'ai un client qui avait fait faire un switch pour aller vers le web 2.0. Il y avait un nouveau site, puis bon, fait qu'il s'envoie son ancien fournisseur pour lui annoncer qu'il travaille. Son fournisseur dit « Ouais, mais le web 2.0, il n'y a rien là. On est rendu au web 3.0. » Tu sais. Là, mon client, lui, était désarmé. Il dit que j'aurais tellement ça. Ah oui, tu es rendu au web 3.0. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que tu as fait dans le web 3.0? C'est intéressant. Montre-moi ça. Tu sais. Web 3.0, là, on est encore en train de s'obstiner sur qu'est-ce que le 0. On n'a pas tranché la question. Évidemment, il y a plusieurs pistes qui sont intéressantes. Il y a notamment la piste du web sémantique. Il y a la piste du web 3D. Il y a la piste de la mobilité. Il y a plusieurs pistes qui sont intéressantes, mais au moment où on se parle, on ne sait pas encore c'est quoi le web. Que répondez-vous à ceux qui disent que le contenu est mort et que c'est la fonctionnalité qui prévaut maintenant? Bien, moi, je me poserais la question, sont-ils vivants? La fonctionnalité est intéressante, mais la fonctionnalité, son contenu, ça veut rien dire. Une fonctionnalité, ça ne fonctionne pas dans le vide, ça fonctionne à partir du contenu. Et ce qui enrichit la fonctionnalité, c'est le contenu en arrière. Fait que celui qui dit ça, ben, il fait de la sémantique. Il existe-t-il des subventions? Là, je regarde sur ton papier qu'on va remplir. Il y a plein de commanditaires qui appuient, j'imagine. C'est pas mon papier. Et les commanditaires m'ont pas fait de chèque. Fait que, bon, mais c'est quoi? Mais est-ce que les entreprises peuvent avoir des subventions au niveau gouvernemental pour ouvrir un site, pour avoir du financement? J'imagine que oui. Cependant, c'est sûr qu'il y a eu une très, très grosse désaffection à partir des années 2000. Avant les années 2000, le mot « affaires électroniques » était bien à la mode. Ce qu'il y avait comme services gouvernementaux ont tous fermé un après les autres. Il y a encore des programmes. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est du monde qui m'appelle pour me dire ces programmes. Je lui dis généralement, gars, fais ta recherche, mais si tu cherches, tu me rappelleras. Et moi, je lui dis, le temps que tu vas passer à remplir des papiers, avoir une subvention du gouvernement, si tu vas passer à monter ta business, tu risques de faire du cash plus rapidement. Alors, c'est une question de vision. Moi, je n'ai jamais eu de subvention. Même que quand j'ai parti ma première entreprise, ça me faisait drôle parce que j'avais été voir le CLD. J'avais droit à une subvention pour jeunes entrepreneurs. On était 4, puis il y avait 3 jeunes entrepreneurs avec moi. Puis quand on a présenté notre plan d'affaires, qu'on a gagné le 2e prix du plan d'affaires à l'Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique, au CLD de Verdun, ils nous ont dit on aimerait mieux pas vous donner d'argent parce qu'on est trop sûr que vous allez faire du cash. On préférait garder les subventions pour ceux qui sont plus en marge. On n'en revenait pas. Fait que, bon, les subventions, j'ai comme une mauvaise histoire avec ça. Là, J'ai une question au niveau de l'étiquette. Vous parlez tout à l'heure de flusher. Bon, c'est quoi est-ce qu'il y a une règle particulière sur le contrôle qu'on a sur ce que les gens viennent mettre sur notre mur? Je comprends qu'il ne faut pas non plus censurer, mais c'est quoi comment on fait la part des choses? Sur ton mur, tu parles de Facebook? Oui, par exemple. Mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai eu une situation où quelqu'un est venu mettre des conseils sur qui étaient visibles à tous, et j'ai cru que c'était
J'aurais préféré qu'elle me les dise à moi parce que c'était un peu Ben, stratégique moi, et je tout l'aurais ça. flashé. Puis je l'ai flushé, puis là, elle me dit ah, censure, censure. Elle est allée mettre sur son site que j'avais fait de la censure, sans nommer, là, mais ça a fait toute une histoire. Puis je me suis dit, mais non, c'est juste parce que j'aurais aimé ça que tu m'appelles pour me le dire, que tu ne le mettes pas sur mon Facebook, parce que c'était de l'information stratégique, très gentille, mais que j'avais pas envie que d'autres amis voient. C'est un peu particulier comme ça, mais c'est quoi le contrôle qu'on a sur. Tu as l'entier contrôle, tu fais ce que tu veux avec ton Facebook. Pas connard. OK? Puis, tu sais, moi, mon mur Facebook, c'est mon mur Facebook. Là. Tu sais, moi, là, mon mur Facebook, là, c'est mon mur. Bon, c'est ce que j'ai cru que c'était. Si tu m'envoies une carte de Noël, je m'en laisser là. Si tu m'envoies que tu as fait telle affaire d'extraordinaire dans ta vie, c'est une situation d'affaires un peu. Je vais le flusher. C'est pas ton mur, là. Tu écriras ce que tu veux sur ton mur. Moi, mon mur, c'est moi qui vais écrire sur mon mur. Pas le loisir de commenter. Mais sa réponse, c'était... Maintenant, si tu me liches... Mais sa réponse, c'était... On s'entend que si tu viens faire ton auto-promo sur... C'est un peu ça qui est arrivé, puis c'est ça qui est arrivé. Ton auto-promo, t'as fait ailleurs. Puis si tu comprends pas, ben mange la merde. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, la censure, le droit d'expression. Le droit d'expression, la limite du droit d'expression, là, c'est tout le temps quand tu rentres dans le champ de l'autre. OK? Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur le web. Il y a tout le temps du monde qui dit ah, mais sur le web, on peut dire n'importe quoi. C'est pas vrai. Il y a toujours des lois anti-diffamation. Si c'est une connerie dans la vie réelle, ben, tu vas peut-être te faire te poursuivre. Mais si tu le dis sur le web, là, les preuves sont là. Fait que, fais attention à toi. Okay? Parce que là, les lois contre la diffamation, ça s'applique au web. Là. Il n'y a pas une autre loi spéciale pour ça. Là. Ça s'applique déjà au web. Là. Et puis, il y a déjà des cas dans la jurisprudence du Québec. Pire que ça, en tant que blogueur, tu es responsable des commentaires que le monde va faire sur ton blog. Fait que si tu n'as pas de politique éditoriale, puis que le monde écrive n'importe quoi, puis ils écrivent un tel, c'est un voleur, c'est déjà de la diffamation. Toi, tu peux te faire poursuivre pour ce qu'un autre connard va avoir écrit chez vous. Oui, tu le flushes. Et moi, ce que je fais dans ce temps-là, je laisse tout ce qu'il a écrit et le passage potentiellement litigieux, je le mets entre parenthèses, j'écris caviardé pour cause possible de diffamation. Fait que that's it. Bon. Il va donner, OK. Oui. Que pensez-vous de SharePoint? Je travaillais chez une organisation qui a essayé de l'instaurer et ça n'a pas marché. Pas assez de gens formés, système trop lent. Les gens préféraient toujours utiliser des serveurs pour l'échange de fichiers ou bien des courriels pour se parler. Alors, selon vous, est-ce un problème de logiciel, de promotion du média ou bien de retard au niveau de notre mentalité? Mais là, cette personne-là, ça l'a entendu quand j'ai parlé des mainframes. Ben, c'est le problème. C'est sûr que SharePoint, ça fait vivre la gestion du changement. Ça fait les grosses entreprises qui s'adonnent à avoir des 3 lettres dans leur nom de compagnie. Moi, je ne suis pas bien forte à SharePoint. Là, des solutions open source qui coûtent pas mal moins cher, qui sont pas mal plus rapides, mais qui vont faire vivre beaucoup moins de consultants. Une petite dernière sur le web. Est-ce qu'il faut être un expert en rédaction web pour écrire sur le web? Est-ce qu'il faut être un expert en question pour poser cette question-là? J'en ai. Moi, je pense que pour s'exprimer, il faut être capable de s'exprimer. On s'entend qu'il y a des experts en rédaction web et que ça peut être drôlement pertinent dans un processus marketing, parce qu'évidemment, on n'écrit pas pour le web comme on écrit à n'importe qui ou qu'on écrit en relations publiques. Notamment, il faut comprendre que pour être optimisé pour les moteurs de recherche, d'ailleurs, c'est toute une belle discipline. Les gens de relations publiques, ça va pas bien. Hein? Les gens de relations publiques vivent ce que vivaient les agences à l'âge de 5 ans. Alors, tu sais, ceux qui font encore des communiqués de presse, là, on s'entend que c'est pas les journalistes du Journal de Montréal qui élisent au moment où on se parle. La moitié des journaux ferment, puis de toute façon, ceux qui sont encore ouverts, les journalistes se foutent complètement des communiqués de presse. Là, idéalement, tu vas faire un communiqué de presse optimisé pour le moteur de recherche, mais tu fais ça comment? Évidemment, la structure de ton texte est complètement bouleversée. Tu mets ton mot-clé au début dans ton titre, tu le mets dans le premier paragraphe, tu vas le mettre au moins une fois en bold ou en italique, tu vas le répéter dans un sous-titre avec ce qu'on appelle des codes
2H1, etc., etc. Tu vas mettre des hyperliens. Après ça, bien évidemment, il y a certains journalistes qui se sont adaptés à ça. Il y a certains médias qui font des titres qui sont différents dans les médias print, dans ce qu'ils vont mettre au web, justement pour prendre en considération les engins de recherche. Maintenant, il y a des journalistes qui réagissent à ça, qui disent « Ah, mais là, moi, là, je ne changerai pas ce que je fais comme journaliste, rien que pour une technologie. » Sauf que lui, il ne connaît pas l'histoire du journaliste parce qu'il y a 100 ans, l'écriture pyramidale journalistique est basée sur une autre technologie qu'on appelait le télégraphe. Alors, à cause du télégraphe, on a des journalistiques. Et 100 ans plus tard, bien là, c'est les engins de recherche. Fait que là, l'écriture journalistique doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Puis ceux qui ne veulent pas s'adapter à ça, bien, qui creusent. Maintenant, les gens de relations publiques, bien, eux autres aussi doivent s'adapter à ça. Et évidemment, mais ils doivent en plus de ça faire des communiqués de presse spécialisés pour les médias sociaux et en particulier pour les blogueurs. Tu n'écris pas un blogueur comme tu écris un journaliste. Idéalement, tu vas lui faire un paragraphe personnalisé, tu vas lui montrer que tu as déjà lu son blog, tu vas probablement le citer et tu vas probablement y écrire si ta nouvelle correspond à sa ligne éditoriale. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'agents de presse que j'ai envoyé 2000 journalistes. C'est sûr que si tu envoies la nouvelle du nouveau réfrigérateur Electrolux à un journaliste du plateau Mont-Royal, il y a de fortes chances qu'il s'en foute complètement, que jamais que ton nouveau réfrigérateur paraisse dans le journal du plateau. Et pour le relationniste, ça paraît bien de dire qu'il a envoyé un communiqué de presse. Mais là, ça, c'est toutes des affaires qui changent. Là, ça change vite. Là. C'est sûr que ça fait beaucoup de stock à prendre d'une shot. Que oui, il y a les rédactions spécifiques pour le web. Oui, il y a des techniques qui s'appliquent à ça. Mais non, ce n'est pas nécessaire de prendre tous ces cours-là pour commencer à parler. Bon. La dernière question. On peut? Oui, moi, ma question, dans le fond, concerne, je comprends le fait que qu'on laisse, dans le fond, la critique au niveau des commentaires sur le blog, tout ça, mais encore plus précis, parce que moi, dans le fond, je suis le domaine de la photographie, je me sens beaucoup comme... Le domaine de quoi? La photographie. Photographie, quel beau métier. Oui, c'est presque un hobby payant. Alors, donc, Facebook est un gros outil pour promouvoir le travail parce qu'on peut taguer notamment quelques photos des clients avec leur permission, ce qui permet que tous leurs amis à eux voient le travail fait et on peut avoir même des commentaires sympathiques pour notre écho. Alors, je voulais parler de l'outil Report This Picture. Oui, je crois que ça existe aussi dans Twitter pour le contenu. Je comprends que cet outil-là a été développé pour, mettons, dénoncer des photos à caractère peut-être pornographique, pédophile, whatever. Mais dans mes connaissances Facebook, il y a des gens qui utilisent cette option-là pour reporter des photos, j'ai pas le terme francophone, pour des photos qui sont à caractère sexy, mais genre qu'il n'y a absolument rien d'offensant là-dedans. Puis elle reçoit des warnings, si vous voulez, de Facebook qui dit dans le fond qu'elle doit enlever la photo ou whatever, alors que c'est son travail tout simplement, puis que c'est de très bon goût et tout. La personne s'est mise là pendant une heure, puis elle a reporté comme 20 photos d'une shot. Là. Okay, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler ça? Il n'y a pas personne dans ces sites-là qui vérifie si le report... de toute façon, là... Facebook, là, toi, tu mets ta photo sur Facebook. Regarde, ta photo que tu vas mettre sur Facebook, là, elle va être vue par tes amis à toi et peut-être ton client, si tu l'as tagué, et ses amis, ses clients. Le ratio de gens est quand même assez limité. Maintenant, en plus de ça, si toi, tu as un profil barré, que ton client a un profil barré, c'est complètement invisible au reste du web. Fait que, mettons que toi, tu as combien d'amis sur Facebook, là, au moment où on se parle? Je ne sais pas, 300 quelques. Bon, tu as 300 quelques amis. Et ton client, là, mettons, un de tes clients qui vient de même, là, il y a combien d'amis? 300 personnes? Bon, là, on parle, il y a 600 personnes qui ont vu ta photo. That's it. Ce serait pas mal mieux de t'ouvrir un blog, de mettre tes photos sur un blog et surtout de faire du texte expliquant tes photos. Moi, j'ai les deux, en fait. Hein? J'ai les deux, mais c'est qu'il y a cette fonction-là sur la page pro, tu sais, là, que tu peux devenir fan, c'est n'importe qui. Tu as le droit de reporter, ne serait-ce que parce que si toi, tu me... puis que moi, je ne t'ai pas donné une appréciation écrite
que je te donnais la permission de me prendre en photo. Au Québec, tu n'as pas le droit de prendre les gens en photo. Et tu n'as pas le droit de les publier. Et si tu l'as mis sur Facebook, ça a beau pas être à caractère sexuel, tu as pris ma photo. Excuse-moi, pardon, là, mais tu ne m'as pas demandé la permission. C'est en marre. Bon. Non, mais elle veut dire, Facebook, c'est un lieu public. Fait que si tu prends ma photo, là, puis que tu ne me l'as pas dit, là, puis que tu le mets sur Facebook, là, théoriquement, je pourrais te poursuivre. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à Michel. Fantastique. Je suis passé du Néandertal au Quaternaire. C'était une vache d'évolution ce soir. C'était super. Alors, revenez-nous l'année prochaine. Passez de joyeuses fêtes. Et encore merci d'avoir été là et merci à vous, Michel.